Un milliardaire s'irrite devant les pleurs d'un bébé. Son regard dur semble ne pas laisser de place à la tendresse. Mais la mère tient l'enfant et prononce une phrase marquante. Et à cet instant, tout en lui commence à changer. Vous pensez qu'il va se passer dans cette histoire? Laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Et dites-nous de quelle ville vous nous suivez. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous écouterez de votre vie. Au dernier étage de l'immeuble le plus imposant de l'avenue des Champs-Élysées, où le ciel de Paris semblait plus bleu qu'en tout autre point de la ville, René Vasconcelos analysait méticuleusement le contrat posé sur sa table en palissandre. Ses yeux, froids comme les murs de verre et d'acier qui l'entouraient, parcouraient chaque ligne, chaque virgule, chaque mot soigneusement choisi par ses avocats. À 45 ans, l'homme d'affaires avait bâti un empire immobilier qui s'étendait de Paris au reste de la France. Son nom était synonyme de pouvoir mais aussi de solitude. Une objection, maître Marc, demanda René à l'avocat assis en face de lui sans lever les yeux du document. Le contrat est blindé, René. Il contemple toutes les possibilités, y compris la clause de non-contact après la naissance. La femme qui acceptera ne sera qu'une. L'avocat hésita, cherchant le terme le plus approprié, une prestataire de service, temporaire. René acquiesça. C'était exactement ce qu'il voulait. Une solution pratique à un problème pratique. À 45 ans, il n'avait pas d'héritier. Son ex-épouse, avec qui il avait vécu un mariage de convenance qui n'avait duré que 3 ans, n'avait pas pu avoir d'enfant. Depuis le divorce, il y a plus d'une décennie, il limitait ses relations à des rencontres éphémères avec des femmes qui comprenaient les règles. Pas d'engagement, pas de sentiments, pas de famille. Mais quelque chose avait changé ces derniers mois. Le diagnostic d'un problème cardiaque, bien que non grave, l'avait fait repenser à son héritage. « Nous devons trouver la candidate idéale », continua Marc, ajustant ses lunettes. « Quelqu'un sans antécédents familiaux compliqués, sans addiction, en bonne santé et surtout sans ambition au-delà de ce que nous offrons. La somme est suffisamment généreuse pour attirer des candidates adéquates, » répondit René, faisant référence aux 2 millions d'euros stipulés comme paiement. « Mais je veux une discrétion absolue. Si la presse découvre que je cherche une mère porteuse, ce sera l'enfer. » La secrétaire interrompit la conversation par un léger coup à la porte. « Monsieur Vasconcelos, votre frère Richard est là. » René fronça les sourcils. Richard était le seul membre de sa famille avec qui il maintenait encore un contact, bien que distant. Plus jeune de 7 ans, c'était un homme ambitieux qui espérait un jour reprendre une partie des affaires de son frère. « Faites-le entrer », répondit René, rangeant rapidement le contrat dans un dossier. Richard entra dans le bureau avec l'assurance de celui qui est à l'aise dans n'importe quel environnement. Il portait un costume italien impeccable et affichait un sourire calculé. « Frérot, j'interromps quelque chose d'important, » demanda-t-il, saluant son frère d'une étreinte maladroite que René rendit à peine. Maître Marc et moi étions en train de finaliser quelques détails. « Les affaires, comme toujours ?» répondit René sèchement. L'avocat prit congé avec une discrète révérence et laissa les frères seuls. Richard se servit un whisky sans demander permission et s'installa dans un fauteuil. « J'ai appris que tu avais fait des examens médicaux, » commenta Richard, étudiant la réaction de son frère. « Un problème sérieux ?»« Rien qui mérite ton inquiétude, » coupa René. « À quoi dois-je cette visite ? La famille n'a pas besoin de motifs pour se voir, » répondit Richard avec une fausse indignation. « Mais puisque tu as demandé, je suis venu parler de l'expansion de l'entreprise de construction dans le sud-est. Je pense que nous devrions reconsidérer le projet de Marseille. » Pendant que Richard parlait affaires, René observait son frère avec méfiance. Depuis la mort de leurs parents dans un accident d'avion, alors qu'ils étaient encore jeunes, Richard tentait de prouver sa valeur dans les affaires familiales. René, qui dirigeait déjà l'entreprise à l'époque, n'avait jamais pleinement fait confiance à son frère, le maintenant à des postes secondaires, loin des décisions vraiment importantes. La conversation sur les affaires s'étendit sur près d'1 heure, jusqu'à ce que Richard, apparemment de manière désinvolte, mentionne « J'ai vu tante Éléonore la semaine dernière. Elle a demandé si tu pensais à te remarier, à fonder une famille. » Il marqua une pause étudiée. « Je lui ai dit que tu laisserais probablement l'entreprise de construction à une institution de bienfaisance, puisque tu n'as pas d'enfant. » René garda une expression impassible, mais sentit le coup. Richard avait toujours été habile à atteindre ses points faibles. « Mon testament est mon affaire, » répondit-il froidement. « Et dis à tante Éléonore que ma vie personnelle reste personnelle. »
Quand il se retrouva enfin seul, René revint au contrat qu'il préparait. La conversation avec son frère n'avait fait que renforcer sa décision. Qu'il avait besoin d'un héritier, de quelqu'un pour continuer son héritage et empêcher Richard de prendre le contrôle de tout ce qu'il avait construit avec tant de sacrifices. Un enfant serait la réponse, non par amour ou désir de famille, mais par nécessité stratégique. À des kilomètres de là, dans le quartier modeste de la Courneuve, en banlieue et parisienne, Marianne Dubois était assise au chevet de sa mère, Madame Cécile, qui se reposait. La chambre commune de l'hôpital public abritait 3 autres patients, tous avec des visages fatigués et des regards lointains. L'odeur de désinfectant ne parvenait pas à masquer complètement l'odeur de la maladie qui planait dans l'air. « Ma fille, tu n'as pas besoin de passer la nuit ici encore », murmura Madame Cécile, caressant les cheveux noirs et ondulés de Marianne. « Rentre chez toi, repose-toi. Demain, tu as une garde à l'hôpital. » Marianne secoua la tête. « Je ne te laisserai pas seule, maman. Patricia reste avec les enfants aujourd'hui. » À 28 ans, Marianne était aide-soignante et travaillait dans un hôpital privé dans le quartier de Belleville. Elle conciliait les gardes avec les soins de sa mère, à qui l'on avait diagnostiqué un cancer agressif 6 mois auparavant. Le traitement était coûteux, bien au-delà de ce que son salaire pouvait couvrir, même avec l'aide de l'hôpital public. Les économies de la famille, déjà rares, s'épuisaient rapidement avec les médicaments, les transports et une alimentation spéciale. « Docteur Samara m'a parlé aujourd'hui », continua Madame Cécile d'une voix faible. « Elle a dit qu'il y a un nouveau traitement qui pourrait m'aider. » Marianne sentit son cœur se serrer. Elle connaissait déjà ce discours. Traitements expérimentaux, médicaments importés, thérapies alternatives, tout coûtait bien plus qu'elle ne pouvait se permettre. « On trouvera une solution, maman, » répondit-elle, essayant de paraître confiante. « Je parlerai à mon superviseur demain à propos de ces heures supplémentaires. » Madame Cécile ferma les yeux, vaincue par la fatigue. Marianne resta à ses côtés, lui tenant la main, tandis qu'elle pensait à toutes les portes qu'elle avait déjà frappées en quête d'aide. Elle avait tenté des prêts, vendu la vieille voiture qui était son seul bien de valeur, organisé des tombolas avec l'aide de ses collègues de travail. Rien ne semblait suffisant. Son portable vibra. C'était un message de Patricia, sa meilleure amie depuis l'école. « Marie, j'ai trouvé quelque chose qui pourrait t'intéresser. Urgent, appelle-moi quand tu pourras. » Intriguée, Marianne quitta silencieusement la chambre pour ne pas perturber le sommeil de sa mère et des autres patients. Dans le couloir mal éclairé de l'hôpital, elle appela son amie. « Pat, qu'est-ce qui s'est passé ?»« Marie, tu te souviens de Juliane qui travaille avec moi au laboratoire? Sa cousine est infirmière dans une clinique privée super chic, dans le Marais. Ils recherchent une femme pour être, comment dire, mère porteuse pour un client important. » Marianne fronça les sourcils. « Un mère porteuse? Tu es sérieuse? » Totalement. Le paiement est de 2 millions d'euros. Patricia marqua une pause dramatique. 2 millions, Marie. Ça permettrait de payer le traitement de ta mère dans le meilleur hôpital privé du pays, et il en resterait beaucoup. Marianne sentit son cœur s'accélérer. La somme mentionnée était surréaliste. Cela semblait sortir d'un film. 2 millions résoudrait non seulement le problème immédiat du traitement de sa mère, mais garantirait confort et sécurité pour les deux pendant de nombreuses années. Il doit y avoir une erreur, Pat. Personne ne paie cette somme. C'est un homme riche à crever, Marie. 2 millions ne doivent pas faire de différence dans son patrimoine. Juliane a dit que tout est super discret, avec contrat et suivi médical de première classe. Marianne s'appuya contre le mur froid du couloir, se sentant étourdie. Elle n'avait jamais envisagé une telle chose. L'idée de porter un enfant pour le remettre à une autre personne lui semblait effrayante, presque inconcevable. Mais quand elle pensa à sa mère dormant dans ce lit d'hôpital, aux factures qui s'accumulaient, aux pronostics qui empiraient chaque jour sans le traitement adéquat, quelque chose changea en elle. « Comment puis-je en savoir plus ?» demanda-t-elle finalement, sa voix presque un murmure. Juliane a dit qu'elle pouvait te mettre en contact avec la clinique. Il ferait un entretien initial, des examens médicaux. Patricia hésita. « Marie, tu es sûre? C'est une décision énorme. » Marianne regarda à travers la porte entr'ouverte, sa mère endormie. « Je ne suis sûre de rien, Pat. Je sais juste que je ne peux pas la perdre parce que je n'ai pas l'argent pour la sauver. » Cette nuit-là, allongée sur une chaise inconfortable à côté du lit de sa mère, Marianne ne put dormir. Elle pensait à ce que signifierait porter pendant 9 mois un enfant qui ne serait pas le sien, aux changements dans son corps, aux explications qu'elle devrait donner. Mais par-dessus tout,
Elle pensait à la chance de sauver la personne qu'elle aimait le plus au monde. Avec cette idée fixe en tête, elle prit une décision qui changerait à jamais le cours de sa vie. Et sans qu'elle le sût, aussi la vie de René Vasconcelos. La clinique de procréation médicalement assistée de Paris occupait 3 étages d'un élégant immeuble dans le quartier du Marais. Ses couloirs silencieux, décorés d'œuvres d'art contemporain et de plantes ornementales soigneusement disposées, transmettaient une sensation d'exclusivité et de discrétion. C'était un endroit où les rêves de famille se réalisaient, pour ceux qui pouvaient payer. Marianne se sentait déplacée dans cet environnement. Elle regarda son uniforme simple, jean, chemise blanche et un léger gilet, et se demanda si elle aurait dû mieux s'habiller pour l'entretien. Assise à la réception, elle observait des femmes élégantes entrer et sortir, accompagnées de maris tout aussi bien habillés, tous avec cet air de ceux qui n'ont jamais eu besoin de vérifier le solde de leur compte bancaire avant un achat. « Madame Dubois ?» appela une réceptionniste impeccablement coiffée. « La docteure Elisa vous recevra maintenant. » Suivant la femme dans un couloir, Marianne fut conduite à une grande salle, où une femme médecin d'âge moyen, aux cheveux gris parfaitement alignés en chignon et à l'expression sereine, l'attendait. « Marianne, soyez la bienvenue. Je suis la docteure Elisa Fontaine, directrice de cette clinique. » se présenta la médecin, lui indiquant un fauteuil confortable. « Patricia m'a appelé hier soir après vous avoir parlé. Elle m'a un peu raconté votre situation. » Marianne acquiesça, essayant de garder son calme. « Merci de me recevoir, docteur. J'avoue que je n'ai jamais pensé à être mère porteuse pour quelqu'un. » La médecin sourit avec gentillesse. « Je comprends. C'est une décision très sérieuse. Je vais vous expliquer exactement comment fonctionne le processus ici à la clinique. Et ensuite, vous déciderez si vous voulez continuer. » Pendant l'heure suivante, la docteure Elisa détailla la procédure de fécondation in vitro, les examens nécessaires, le suivi médical et psychologique que Marianne recevrait et les questions légales impliquées. Elle expliqua que le client était un homme d'affaires très important, qui souhaitait une discrétion absolue. L'ovule proviendrait d'une donneuse anonyme, sélectionnée sur la base de caractéristiques compatibles avec le père, expliqua la médecin. Vous seriez simplement la gestatrice, sans lien génétique avec l'enfant. Le mot « simplement » frappa Marianne comme un petit coup. Il y avait quelque chose de froid dans cette façon de décrire le processus, comme si 9 mois de grossesse n'étaient aucun simple détail technique. « Et après la naissance ?» demanda Marianne, sa voix plus basse qu'elle ne l'aurait voulu. « Le contrat stipule que vous n'aurez aucun contact avec l'enfant après l'accouchement. C'est une condition non négociable pour le client. » Marianne déglutit difficilement. La réalité de ce qu'elle envisageait de faire commençait à peser sur ses épaules. Ce ne serait pas seulement une transaction commerciale. Ce serait donner naissance à un enfant qu'elle ne pourrait jamais voir grandir. « Et la somme ?» hésita Marianne. « Les 2 millions mentionnés par Patricia, c'est réel ?» La docteure Elisa confirma d'un hochement de tête. « Le client est extrêmement généreux. La moitié serait versée après la confirmation de la grossesse et le reste après la naissance du bébé. Il y a aussi une clause de couverture de toutes vos dépenses médicales et de subsistance pendant la gestation. » Le cœur de Marianne s'accéléra. Avec cet argent, elle pourrait offrir à sa mère le meilleur traitement possible dans une clinique privée. Elle pourrait la sortir de l'appartement exigu de la Courneuve et acheter une maison confortable, peut-être même près de la mer, où l'air pur ferait du bien à ses poumons. Elle pourrait enfin reprendre ses études, réaliser son rêve de devenir infirmière obstétricienne. « Je dois d'abord faire des examens », demanda-t-elle, essayant d'organiser ses pensées. « Oui, un bilan complet, si tout va bien. Et si le client approuve votre profil, nous pourrions commencer le processus dans quelques semaines. » Quand Marianne quitta la clinique, 1 heure plus tard, elle portait un dossier avec des informations détaillées et des formulaires à remplir. Sa tête tournait avec des possibilités et des doutes. Dans le métro, en route vers l'hôpital où sa mère était hospitalisée, elle observa les gens autour d'elle. Des hommes et des femmes ordinaires, avec des vies ordinaires, des problèmes ordinaires. Aucun d'eux n'avait probablement besoin de faire des choix comme celui qu'elle affrontait maintenant. À l'hôpital, elle trouva Madame Cécile endormie. Elle s'assit silencieusement à ses côtés, observant son visage maigre et pâle, marqué par la souffrance. Comment expliquerait-elle à sa mère ce qu'elle comptait faire? Madame Cécile était une femme simple, aux valeurs traditionnelles. Elle ne comprendrait certainement pas, peut-être même s'y opposerait-elle avec véhémence. Mais si elle ne disait pas la vérité,
Quelle histoire inventerait-elle pour expliquer une grossesse soudaine? Ma fille? Je ne t'ai pas vu arriver. La voix faible de Madame Cécile interrompit ses pensées. Salut, maman. Comment tu te sens aujourd'hui? Demanda Marianne, tenant la main froide de sa mère entre les siennes. Mieux. La docteure Samara a dit que je pouvais rentrer à la maison demain. Madame Cécile tenta de sourire, mais une grimace de douleur apparut sur son visage. Qu'est-ce que tu as? Tu as l'air préoccupée. Marianne força un sourire. Rien, maman. Juste fatiguée. J'ai eu un entretien d'embauche aujourd'hui. Un autre emploi? Mais ma fille, tu travailles déjà tellement. Ouais, c'est un travail spécial, maman, qui va nous aider à résoudre tout. Les jours suivants, Marianne effectua tous les examens demandés par la clinique. Chaque résultat positif la rapprochait de la décision finale. Son corps était sain, fort, parfaitement capable de donner la vie. La médecin semblait satisfaite, et la date pour rencontrer le client, l'homme qui serait le père de l'enfant qu'elle porterait, fut fixée. Pendant ce temps, dans le bureau de René Vasconcelos, l'homme d'affaires analysait les profils des candidates potentielles sélectionnées par la clinique. La plupart n'avaient pas dépassé une analyse superficielle. Trop jeunes, antécédents médicaux discutables, motivation confuse. Seules 3 femmes étaient arrivées à la phase finale du processus, et parmi elles, une se distinguait, Marianne Dubois, 28 ans, aide-soignante. Celle-ci semble idéale, commenta Marc, qui observait l'homme d'affaires étudier le dossier. Santé impeccable, sans addiction. Antécédents familiaux sans maladie génétique préoccupante, et la motivation est claire et urgente. La mère malade. René étudia la photo jointe au profil. Une jeune femme à la peau mate, aux cheveux foncés et aux yeux marron profonds, qui transmettait un sérieux peu commun pour son âge. Ce n'était pas le genre de beauté qui l'attirait normalement, mais il y avait quelque chose dans son expression, une détermination peut-être, qui attira son attention. « Elle sait qui est le client ?» demanda René, refermant le dossier. « Non, juste que c'est un homme d'affaires qui souhaite la discrétion. Comme vous l'avez demandé. » René acquiesça satisfait. « Je veux la rencontrer personnellement, avant de prendre la décision finale. » Le jour fixé, Marianne retourna à la clinique le cœur battant. Cette fois, elle fut conduite à une salle de réunion privée au dernier étage, décorée avec une élégance simple. Docteur Elisa la reçut et lui demanda d'attendre quelques minutes. « Le client est en route, » informa la médecin. « N'oubliez pas, il attache beaucoup d'importance à l'objectivité et à la discrétion. » Seule dans la salle, Marianne tenta de maîtriser son nervosisme. Elle avait passé toute la semaine à penser à ce qu'elle dirait, à comment elle se comporterait. Elle voulait paraître professionnelle, pas désespérée, bien que le désespoir fût exactement ce qui l'avait amenée là. La porte s'ouvrit et Marianne se leva instinctivement. Un homme grand d'allure imposante entra accompagné d'un autre plus petit qui portait une mallette en cuir. Le premier, vêtu d'un costume sur mesure qui mettait en évidence sa position, avait des cheveux gris aux tempes et un regard pénétrant qui intimida immédiatement Marianne. « Mademoiselle Dubois, je suis René Vasconcelos. » Se présenta l'homme, lui tendant la main pour une salutation formelle. « Et voici Marc Dupont, mon avocat. » Marianne serra la main tendue, sentant la fermeté de la poignée. « Enchanté de vous rencontrer. »« Asseyez-vous, s'il vous plaît, » dit René, lui indiquant la chaise qu'elle avait occupée auparavant. Lui et l'avocat s'assirent de l'autre côté de la table, créant une distance qui semblait à la fois physique et symbolique. « La docteure Elisa m'a informé que vous avez réussi tous les examens avec d'excellents résultats, » commença René, allant droit au but. « J'ai aussi lu votre profil. Aide-soignante, expérience en maternité, sans antécédent de maladie grave dans la famille. Votre mère est l'exception, si j'ai bien compris. » Marianne acquiesça, déglutissant difficilement. « Sois ça, oui, Matt, mère est en traitement contre un cancer avancé. »« C'est pourquoi ?»« Eh bien, c'est pourquoi je suis ici. » René étudia la jeune femme avec attention. Il y avait une dignité dans sa posture, malgré le nervosisme évident. Elle ne semblait pas le genre de personne à prendre une décision aussi sérieuse par impulsion. « Je comprends votre situation, et je respecte votre motivation, » dit-il après un moment, « mais je dois être sûr que vous comprenez parfaitement ce que vous vous proposez de faire. Ce n'est pas seulement une transaction commerciale, c'est une responsabilité de 9 mois qui exigera un dévouement total. »« Ah, je comprends, » répondit Marianne, soutenant son regard. « Je travaille dans le domaine de la santé.
Je sais ce qu'implique une grossesse. Les risques, les changements corporels, l'engagement nécessaire. Je ne prends pas cette décision à la légère. Quelque chose dans la fermeté de la réponse sembla plaire à René. Il regarda l'avocat, qui acquiesça presque imperceptiblement. « Et après la naissance ?» demanda l'homme d'affaires, se penchant légèrement en avant. « Le contrat stipule clairement que vous n'aurez aucun contact avec l'enfant. Jamais. Pouvez-vous accepter cette condition ?» La question frappa Marianne comme une lame froide. C'était la question qu'elle s'était posée maintes fois ces derniers jours. Pourrait-elle porter une vie en elle pendant 9 mois et ensuite simplement remettre l'enfant, comme on remet un paquet, ne plus jamais le voir, ne jamais savoir comment il allait, s'il était heureux? Je... hésita-t-elle brièvement. J'accepte cette condition. Je comprends que je n'aurai aucun droit sur l'enfant. Je ne serai pas la mère, seulement la gestatrice. René la fixa des yeux, comme s'il essayait de voir au-delà de ses mots, d'évaluer sa sincérité. Un instant, le silence pesa dans la pièce. « Très bien, » dit-il finalement, se tournant vers l'avocat. « Marc, montrez le contrat à mademoiselle Dubois. » L'avocat ouvrit le dossier qu'il apportait et en retira un document de plusieurs pages. Il le tendit à Marianne avec un stylo. « Il y a 5 exemplaires. » expliqua Marc. « Il contient toutes les clauses qui ont déjà été expliquées par la docteure Elisa. Paiement, confidentialité, suivi médical, restrictions pendant la grossesse et bien sûr, le transfert légal de l'enfant après la naissance. » Marianne commença à feuilleter le document, essayant d'absorber les termes juridiques complexes. Elle sentait le regard de René sur elle, évaluant chaque réaction. À un certain moment, elle leva les yeux et rencontra les siens. « Quelque chose ne va pas ?» demanda l'homme d'affaires. « Non, juste. C'est beaucoup à assimiler d'un coup. » répondit-elle honnêtement. « Compréhensible. Vous pouvez emporter le contrat chez vous. Consultez un avocat si vous le souhaitez. » offrit René, surprenant à la fois Marianne et Marc lui-même. « Je veux que vous preniez cette décision en pleine conscience de ce que vous faites. » Marianne acquiesça, reconnaissante de cette considération inattendue. « Merci. Je promets de ne pas tarder avec ma réponse. » Quand la réunion se termina, René observa la jeune femme quitter la salle avec le contrat à la main. Il y avait quelque chose en elle, une combinaison de fragilité et de force qui l'intriguait. « Qu'en avez-vous pensé ?» demanda Marc, rangeant ses documents. « Elle semble adéquate, » répondit René avec son habituelle économie de mots. « Fixez la procédure pour dans 2 semaines, si elle accepte les termes. » Pendant que Marianne rentrait chez elle dans le métro bondé, le contrat soigneusement rangé dans son sac, elle réfléchissait à l'homme qu'elle avait rencontré. René Vasconcelos semblait l'incarnation du pouvoir et du contrôle, quelqu'un habitué à acheter ce qu'il désirait, quand il le désirait. Pourquoi un homme comme lui, qui pourrait certainement avoir n'importe quelle femme, avait-il choisi ce chemin solitaire pour avoir un enfant? Il y avait quelque chose dans ses yeux, une solitude peut-être qui, l'espace d'un instant, l'avait fait voir au-delà de la façade d'homme d'affaires implacable. Dans le petit appartement de la Courneuve, Marianne trouva Madame Cécile regardant la télévision dans le salon. Depuis son retour de l'hôpital, sa mère semblait plus fragile, se déplaçant avec difficulté et se reposant la majeure partie du temps. « Salut, maman. Comment tu te sens aujourd'hui ?»« Mieux, ma fille. Et toi, tu as l'air fatiguée. » Marianne s'assit à côté de sa mère, tenant sa main ridée entre les siennes. « Maman, je dois te dire quelque chose d'important. Quelque chose qui peut changer nos vies. » L'explication à Madame Cécile fut plus difficile que Marianne ne l'avait imaginé. Après des heures de conversation, de larmes et d'arguments, elle opta pour une demi-vérité qui, bien que douloureuse, était plus acceptable pour sa mère que la réalité complète. Elle lui raconta qu'elle avait été sélectionnée pour un programme spécial de la clinique où elle travaillait, une étude qui payait très bien les femmes qui acceptaient d'être mères, porteuses, pour des couples qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. « Mais ma fille, porter un bébé pour ensuite le remettre, ce n'est pas bien, » argumenta Madame Cécile, essuyant ses larmes avec un mouchoir déjà humide. « Tu vas t'attacher, tu vas souffrir. »« Maman, je sais ce que je fais, » répondit Marianne avec fermeté. « Je suis infirmière. Je travaille avec des femmes enceintes tous les jours. Je sais séparer le professionnel du personnel. » Le mensonge pesait sur sa conscience. Ce n'était pas un couple, c'était un homme solitaire et riche. Ce n'était pas une étude clinique, mais un contrat privé avec des chiffres qu'elle n'avait jamais osé mentionner à sa mère. Mais la vérité complète aurait été trop lourde à supporter pour Madame Cécile dans son état fragile. 2 semaines plus tard,
Le contrat signé et la procédure médicale fixée, Marianne arriva à la clinique pour l'implantation de l'embryon. La docteure Elisa l'a reçue avec un sourire rassurant. « Êtes-vous prête, Marianne? Aujourd'hui pourrait être le jour qui changera votre vie. » Sans moi, la procédure fut rapide et indolore. Allongée sur la table d'examen, Marianne essayait de ne pas trop penser à ce qui se passait. Un embryon, créé en laboratoire avec le sperme de René Vasconcelos et l'ovule d'une donneuse anonyme, serait implanté dans son utérus. Si tout se passait bien, dans quelques semaines, elle serait officiellement enceinte. Pendant que la médecin réalisait la procédure, Marianne ferma les yeux et pensa à sa mère, au traitement qu'elle pourrait lui offrir, à la nouvelle maison qu'elles achèteraient, à la meilleure vie qu'elles auraient. C'était pour cela qu'elle était là, se répétait-elle, par amour, pas par argent. Le 20e jour après la procédure, le test de grossesse fut positif. La docteure Elisa, avec un sourire satisfait, fut la première à annoncer la nouvelle à Marianne et informa immédiatement René Vasconcelos. Le premier paiement fut effectué le même jour, 1 million d'euros transférés sur un compte que Marianne avait ouvert spécifiquement pour cela. En voyant ce chiffre sur son compte bancaire, Marianne ressentit un mélange de soulagement et d'appréhension. C'était plus d'argent qu'elle n'aurait jamais imaginé avoir. Et maintenant, la responsabilité était également monumentale. Elle transféra immédiatement une partie de la somme pour commencer le traitement de Madame Cécile dans une clinique privée spécialisée en oncologie, considérée comme l'une des meilleures du pays. « Comment as-tu eu tout cet argent, ma fille ?» demanda sa mère, étonnée par le changement soudain dans leurs circonstances, de l'hôpital public à une chambre privée avec vue sur le parc des Buttes-Chaumont. « Le programme dont je t'ai parlé, maman. »« Il paye très bien, » répondit Marianne, détournant le regard. « Et je veux que tu aies le meilleur traitement possible. » La semaine suivante, à la surprise de Marianne, elle reçut un appel de la secrétaire de René Vasconcelos. « Mademoiselle Dubois, Monsieur Vasconcelos aimerait vous accompagner à la prochaine consultation prénatale. » « Est-ce possible ?» Marianne hésita. Le contrat n'exigeait pas sa présence aux consultations, seulement des rapports médicaux réguliers. « Que voulait René Vasconcelos ?»« Bien sûr, » répondit-elle finalement. « La prochaine consultation est lundi à 10 heures. » À la date convenue, Marianne arriva à la clinique et trouva René déjà l'attendant dans la salle privée, réservée au suivi de la grossesse. Il portait un costume gris impeccable et semblait déplacé dans cet environnement clinique. « Bonjour, mademoiselle Dubois », la salua-t-il formellement. « J'espère ne pas vous déranger. »« Bonjour, monsieur Vasconcelos. Ce n'est pas un dérangement, » répondit Marianne, essayant de garder son calme. Il y avait quelque chose d'intimidant dans sa présence, une aura de pouvoir et de contrôle qui la mettait mal à l'aise. La docteure Elisa entra dans la salle avec son habituel sourire professionnel. « Bonjour à tous les deux. Allons-nous vérifier comment va notre bébé ?» L'utilisation du mot « notre » fit légèrement Marianne se raidir, mais René ne sembla pas le remarquer. La médecin demanda à Marianne de s'allonger sur la table d'examen et de soulever sa chemise pour exposer son ventre encore plat. Le gel froid de l'échographie la fit frissonner. « Le voici », dit la médecin montrant la petite tache sur l'écran. « Il est encore très tôt, mais ce petit point ici est l'embryon. Dans quelques semaines, nous pourrons entendre les battements de son cœur. » Marianne observa l'écran avec une sensation étrange. En elle grandissait une vie, mais ce n'était pas sa fille. C'était juste un travail. Elle essaya de s'en souvenir, ignorant le léger picotement d'émotion qu'elle ressentit. Quand elle regarda sur le côté, elle fut surprise par l'expression de René. L'homme d'affaires, normalement si contrôlé, regardait fixement l'écran avec quelque chose qui ressemblait à de l'admiration ou de l'étonnement. L'espace d'un bref instant, son masque d'homme d'affaires inébranlable sembla disparaître. « C'est toujours incroyable, n'est-ce pas ?» commenta la médecin, notant sa réaction. « Même s'il n'est qu'un petit point à ce stade, c'est déjà une vie. »« Oui, » répondit René sèchement, se ressaisissant rapidement. « Quand saurons-nous le sexe du bébé ?»« Environ à la 16e semaine si le bébé collabore, » expliqua la médecin. « Mais nous pouvons faire un test génétique avant cela, si vous le souhaitez. » À la fin de la consultation, pendant que Marianne rajustait ses vêtements, René resta dans la salle, comme s'il voulait dire quelque chose. La médecin était sortie chercher les ordonnances de vitamines. Mademoiselle Dubois, commença-t-il, hésitant, une caractéristique que Marianne n'aurait jamais associée à lui. « Je voudrais vous remercier pour ce que vous faites.
Je sais que ce n'est pas facile. Surprise par cette démonstration de gratitude, Marianne acquiesça simplement. Je fais ma part du marché. Malgré tout, insista-t-il. Je veux que vous sachiez que j'assisterai à toutes les consultations, si cela ne vous dérange pas. J'aimerais être présent à chaque étape. Marianne ne sut pas quoi répondre. Le contrat qu'elle avait signé ne prévoyait pas ce type d'implication. En fait, elle avait imaginé qu'après la confirmation de la grossesse, elle verrait à peine René Vasconcelos jusqu'à la naissance du bébé. « D'accord, » répondit-elle finalement. « C'est votre enfant, après tout. » Un silence étrange plana entre eux. Le mot « enfant » semblait avoir donné une concrétisation à quelque chose qui n'existait jusque-là qu'en tant que concept abstrait. Les semaines suivantes, à la surprise de Marianne, René non seulement assista à toutes les consultations, mais commença également à l'appeler régulièrement pour savoir comment elle se sentait. Au début, les appels étaient formels, presque cliniques, des questions sur les nausées, l'alimentation, les inconforts, mais progressivement, quelque chose commença à changer. Un après-midi particulièrement difficile, alors que Marianne souffrait de nausées sévères, son portable sonna. C'était René qui s'enquérait de la consultation qu'ils avaient eue le matin. « Je vais bien ?» mentit-elle, essayant de contrôler sa nausée. « Juste un peu fatiguée. »« Votre voix est différente, » observa-t-il. « Vous avez encore des nausées ?» Sa perception la surprit. « Oui, un peu. Mais je suis habitué. La docteure Elisa m'a parlé d'une tisane qui pourrait t'aider. J'envoie mon chauffeur avec quelques herbes qu'elle a recommandées. Il devrait arriver dans 1 heure. » Avant que Marianne ne puisse protester, il avait raccroché. 1 heure plus tard, un homme en uniforme lui livrait à sa porte un panier avec divers types de thé, des biscuits au gingembre et un petit lecteur de musique avec des musiques relaxantes. Le geste la déconcerta. Cela ne correspondait pas à l'image froide et calculatrice qu'elle avait de René Vasconcelos. Il y avait là une préoccupation qui allait au-delà de l'intérêt pour le produit qu'elle portait, son fils. À la 12e semaine, lors d'une consultation de routine, la docteure Elisa sourit en plaçant l'appareil d'échographie sur le ventre déjà légèrement arrondi de Marianne. « Nous allons entendre le cœur aujourd'hui », annonça la médecin. Un son rythmique et accéléré emplit la salle. Marianne sentit quelque chose se serrer dans sa propre poitrine. C'était réel, si réel et vivant. Sans pouvoir se retenir, ses yeux se remplirent de larmes. Quand elle regarda sur le côté, elle vit que René était également visiblement ému. Ses yeux, normalement froids et analytiques, brillaient d'une humidité inhabituelle. L'espace d'un instant, leurs regards se croisèrent, unis par ce son. Le cœur du bébé qui les connectait d'une manière qu'aucun contrat n'aurait pu prévoir. « C'est incroyable », murmura René, plus pour lui-même que pour les autres dans la salle. Cette nuit-là, seule chez elle, Marianne se surprit à caresser son ventre et à parler au bébé, quelque chose qu'elle s'était promis de ne pas faire. Le lien qu'elle essayait d'éviter commençait à se former, allant à l'encontre de sa volonté et de son bon sens. « Je ne peux pas m'attacher », murmura-t-elle au silence de la chambre. « Tu n'es pas à moi. » Mais les mots sonnaient creux, même à ses propres oreilles. Comment ne pas s'attacher à une vie qui grandissait en elle, qui se nourrissait de son sang, qui répondait à ses hormones, qui commençait déjà à bouger subtilement dans son ventre. Pendant ce temps, dans l'appartement terrasse avec vue sur le parc des Buttes-Chaumont, René Vasconcelos affrontait ses propres conflits internes. Assis dans son bureau, avec un dossier de documents importants négligé sur la table, il ne pouvait s'empêcher de penser à l'image de l'échographie, au son du cœur du bébé et à l'expression de Marianne en l'écoutant. Il y avait quelque chose en elle, une vulnérabilité authentique, une humanité qui contrastait profondément avec les femmes artificielles qu'il avait l'habitude de côtoyer dans son cercle social. Marianne était réelle, authentique dans ses émotions, et cela, sans qu'il s'en rende compte, commençait à faire tomber les murs qu'il avait érigés autour de lui-même. Son téléphone sonna, interrompant ses pensées. C'était Richard. « Bonjour, petit frère. J'ai appris que tu as fréquenté assidûment une clinique, dans le Marais. Des problèmes de santé que je devrais connaître ?» La question, apparemment désinvolte, fit que René serra le téléphone avec force. Comment Richard avait-il su pour ses visites à la clinique? Était-il suivi? « Oui, ma santé est excellente, Richard. Et ma vie personnelle reste exactement cela, personnelle. »« Bien sûr, » répondit son frère avec une fausse cordialité. « Je suis juste inquiet. Après tout, nous sommes de la famille, n'est-ce pas ?»
la seule famille qui nous reste l'un pour l'autre. Le mot « famille » dans la bouche de Richard sonnait comme une menace voilée. Depuis l'enfance, le frère cadet avait montré un talent spécial pour la manipulation et les jeux de pouvoir. La mort des parents n'avait fait qu'accentuer cette caractéristique, transformant la relation des frères en une lutte silencieuse constante pour le contrôle de l'héritage familial. « Merci de votre préoccupation », répondit René froidement. « Maintenant, si vous me permettez, j'ai du travail à faire. » Raccrochant le téléphone, René resta immobile quelques instants. Richard l'espionnait, essayant de découvrir le bébé. Cela représentait un risque qu'il n'avait pas prévu initialement. Son frère ne réagirait pas bien à la nouvelle d'un héritier qui menacerait sa position dans l'entreprise et ses projets d'avenir. Le portable sonna de nouveau. Cette fois, c'était un message de Marianne. « Le bébé bouge. C'est la première fois que je le sens clairement. J'ai pensé que vous aimeriez le savoir. » La simplicité et la sincérité du message provoquèrent chez René une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Quelque chose d'approchant du pur bonheur, sans calcul ni stratégie. Il répondit immédiatement. « Merci de partager cela avec moi. Cela signifie beaucoup. » Il tapa le message et l'envoya avant de pouvoir rationaliser ce qu'il faisait. Ce n'était pas ainsi qu'il agissait habituellement, impulsivement, émotionnellement. Pendant des années, chaque mot, chaque geste, chaque décision était méticuleusement calculée. Mais quelque chose changeait en lui, et ce changement l'effrayait et le fascinait à la fois. Le lendemain, René fit quelque chose qui surprendrait quiconque le connaissait bien. Il annula 3 réunions importantes et se rendit personnellement à la Courneuve, le quartier où Marianne vivait encore, malgré l'argent qu'elle possédait désormais. Le contraste entre sa Porsche Cayenne et les rues simples du quartier ne pouvait être plus grand. Il se gara devant le petit immeuble d'appartements et hésita avant de sortir de la voiture. Que faisait-il là? Quel était son objectif? Il n'avait pas planifié cette visite. Il n'y avait pas de raison logique d'être là. Avant qu'il ne puisse décider s'il continuerait ou retournerait au confort sûr de son monde, son téléphone sonna. C'était la secrétaire, l'informant d'une urgence commerciale qui exigeait sa présence immédiate. À la fois soulagé et frustré, René démarra sa voiture et s'éloigna, regardant dans le rétroviseur l'immeuble où vivait Marianne. Que lui arrivait-il? Pourquoi se souciait-il tant de cette femme qui n'était rien d'autre qu'une prestataire de service selon le contrat qu'il avait lui-même rédigé? La réponse, qu'il n'était pas encore prêt à admettre, était simple. Marianne l'humanisait, réveillant des sentiments qu'il avait cru éteints. Et c'était dangereux. Dangereux pour ses plans. Dangereux pour sa vie méticuleusement contrôlée. Dangereux, surtout, pour son cœur endormi depuis si longtemps. Cette nuit-là, dans son luxueux appartement, René ouvrit un tiroir qu'il gardait fermé à clé et en retira une petite boîte en bois. À l'intérieur, une seule photographie. Lui-même, encore enfant, avec ses parents, avant l'accident qui les avait emportés. Sur l'image, sa mère tenait sa main, souriant avec cet amour inconditionnel que seules les mères semblent capables de donner. « Que ferais-tu à ma place ?» demanda-t-il à voix basse, comme si la femme sur la photographie pouvait répondre. « Comment protège-t-on un enfant dans un monde comme le nôtre ?» La question resta en suspens, sans réponse, mais quelque chose en René commençait à changer, comme une rivière qui modifie lentement son cours après des décennies à suivre le même chemin. Le traitement de Madame Cécile à la clinique privée montrait des résultats prometteurs. Les médecins parlaient de rémission partielle, un terme qui sonnait comme de la musique aux oreilles de Marianne. La voir retrouver ses forces jour après jour, l'appétit revenir progressivement, les couleurs revenir sur son visage auparavant pâle, c'était comme assister à un miracle qui justifiait tous ses choix. « Ma fille, tu es différente », commenta Madame Cécile un dimanche après-midi, alors qu'elle prenait le thé sur le petit balcon de l'appartement. « Ce n'est pas seulement ton ventre qui grossit, c'est quelque chose dans ton regard. » Marianne détourna le regard, faisant semblant d'ajuster le coussin qui soutenait son dos. Elle était au 5e mois de grossesse, et son ventre se prononçait déjà clairement sous la robe légère qu'elle portait. « Ce doit être la fatigue, maman. » Les gardes à l'hôpital, les consultations. « Ce n'est pas de la fatigue », insista Madame Cécile, avec la perspicacité que même la maladie n'avait pu diminuer. « C'est un éclat différent. Tu t'attaches au bébé, n'est-ce pas ?» La question frappa Marianne comme un coup de poing. C'était exactement ce qui s'était passé, même si elle tentait de le nier à elle-même. Chaque mouvement, chaque échographie, chaque battement de cœur entendu lors des consultations
renforçait un lien qui n'aurait pas dû exister. « Je ne peux pas m'attacher, maman, » répondit-elle finalement, les mots s'étranglant presque dans sa gorge. « Tu sais que je ne peux pas. » Madame Cécile serra la main de sa fille avec une fermeté surprenante pour quelqu'un dans son état. « Marianne, aucune femme ne porte un enfant pendant 9 mois sans créer un lien. C'est la nature. C'est ce qui nous rend humains. C'est le contrat. Les contrats sont des papiers, ma fille. Les sentiments sont autre chose. » Marianne ne répondit pas. Comment pourrait-elle expliquer à sa mère qu'en plus de s'attacher au bébé, un autre sentiment également interdit commençait à éclore dans son cœur? Un sentiment pour l'homme qui, techniquement, n'était que le contractant de ses services. Ces dernières semaines, René Vasconcelos était devenu une présence constante dans sa vie, non seulement lors des consultations médicales, mais lors d'appels quasi quotidiens, de cadeaux inattendus, de préoccupations sincères pour son bien-être. Il y avait en lui une gentillesse qui contredisait complètement la figure froide et calculatrice de la première rencontre. La semaine précédente, après avoir découvert que le bébé serait un garçon, René l'avait surprise en l'emmenant déjeuner dans un restaurant discret du Marais. C'était la première fois qu'ils se rencontraient en dehors de l'environnement clinique, et la conversation, initialement axée sur la grossesse, avait progressivement dérivé vers des sujets personnels. « Pourquoi avez-vous décidé d'être aide-soignante » demanda-t-il, l'observant avec un intérêt sincère. « Ma grand-mère était sage-femme dans la campagne de la Provence » répondit Marianne, se surprenant de la facilité avec laquelle elle s'ouvrait. « J'ai grandi en écoutant ces histoires sur la façon de mettre des vies au monde. Quand elle est tombée malade, les infirmières qui s'en sont occupées à l'hôpital ont été si gentilles, si humaines. J'ai décidé que je voulais faire la même chose pour les autres. » René l'écoutait avec une attention rare, comme si chaque mot était important. C'était un contraste frappant avec les hommes que Marianne avait connus auparavant, toujours pressés, toujours distraits, toujours avec l'attention partagée entre elle et leur portable. « Et vous ?» demanda-t-elle, prenant courage. « Pourquoi avez-vous choisi ce chemin pour avoir un enfant ? Seul, je veux dire. » La question le surprit clairement. Un instant, Marianne craignit d'avoir franchi une ligne invisible. Mais René, après un instant d'hésitation, répondit avec une honnêteté qu'elle n'attendait pas. « Je n'ai jamais trouvé quelqu'un avec qui je voulais partager ma vie. Ou peut-être n'ai-je jamais permis à quelqu'un de s'approcher suffisamment. » Il marqua une pause, comme s'il pesait les mots suivants. « Mes parents sont morts quand j'étais jeune. Depuis, j'ai appris à ne faire confiance qu'à moi-même, à tout contrôler autour de moi pour ne plus être blessé. Cela semble une vie solitaire, » commenta Marianne doucement. « Oui, » admit-il avec un sourire triste. « Mais j'essaie de changer cela. » Pour lui, il désigna le ventre de Marianne. « Je ne veux pas que mon fils grandisse avec un père incapable de montrer de l'affection. » Cette confession inattendue créa entre eux une intimité qui transcendait l'accord commercial qui les avait unis. Pour la première fois, Marianne vit au-delà de la façade d'homme d'affaires prospère. Elle vit l'homme vulnérable, marqué par les pertes et les peurs, essayant de retrouver le chemin de l'humanité qu'il avait supprimé. Maintenant, assise avec sa mère sur le simple balcon de l'appartement de la Courneuve, Marianne se demandait comment tout cela allait se terminer. Dans 4 mois, le bébé naîtrait, le contrat serait conclu, et leur vie se poursuivrait séparément. C'était ce qui était convenu, ce qui était accepté, ce qui était signé en 5 exemplaires. Mais serait-il vraiment possible de revenir en arrière, de faire comme si rien ne s'était passé, qu'aucun sentiment n'était né? « À quoi penses-tu » demanda Madame Cécile, interrompant ses pensées. « À l'avenir, maman. À ce qui vient après. Après la naissance ?» Marianne acquiesça, incapable d'élaborer. Comment expliquerait-elle à sa mère que ses pensées sur l'avenir incluaient désormais non seulement le bébé, mais aussi René? C'était une folle fantaisie, elle le savait. Un conte de fées improbable, l'aide-soignante humble et l'homme d'affaires puissant, unis par un enfant qui, légalement, ne serait que le sien. Son portable sonna, interrompant la conversation. C'était Patricia. « Marie, tu ne vas pas croire », commença son amie, sans même lui laisser le temps de la saluer. « Il y a une voiture importée garée ici devant l'immeuble. Et il y a un homme qui demande ton appartement. Qu'il a l'air d'un homme d'affaires ou quelque chose comme ça. » Le cœur de Marianne s'accéléra. « Comment est-il » Grand, grisonnant aux tempes, bien habillé. « Très beau, si tu veux mon avis. » Patricia marqua une pause. « Marie, qui est cet homme? Est-ce que ça a quelque chose à voir avec... » « Tu sais »
Elle désigna le ventre de Marianne. « Je te raconterai tout après, promis, » répondit Marianne, se dirigeant vers la sortie. René Vasconcelos était debout à côté de sa voiture, les mains dans les poches de son manteau, l'air étrangement déplacé dans cet environnement simple. Quand il vit Marianne, son visage s'illumina d'un sourire qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Authentique, presque juvénile dans sa spontanéité. « Excusez-moi de débarquer sans prévenir, » dit-il, marchant vers elle. « J'étais dans la région et... » Il s'interrompit, comme s'il réalisait l'absurdité du mensonge. René Vasconcelos ne se trouvait pas dans la région. De la Courneuve par hasard un dimanche. En fait, je voulais vous voir. Voir comment vous allez. Marianne sentit une chaleur monter à son visage. « Je vais bien. Nous allons bien, » répondit-elle, posant instinctivement la main sur son ventre. Un silence étrange plana entre eux, rempli de choses non dites, de sentiments inavoués. « Voulez-vous faire un tour ?» demanda-t-il finalement. « Il y a un parc près d'ici, n'est-ce pas ?» Marianne acquiesça. Le parc de la Villette était à quelques minutes de là. Un rare espace vert dans cette région densément peuplée de la ville. « Je dois juste prévenir ma mère. » Quelques minutes plus tard, les deux marchaient côte à côte le long d'une des allées du parc. C'était étrange de voir René là, avec ses chaussures italiennes foulant les feuilles mortes, son manteau cher contrastant avec la simplicité des lieux. Mais il y avait quelque chose de naturel dans leur façon de marcher ensemble, comme si leur corps savait quelque chose que leurs esprits hésitaient encore à accepter. « Comment va votre mère ?» demanda-t-il, brisant le silence. « Mieux. Les médecins sont optimistes. Le nouveau traitement fonctionne. » René sourit. « Je suis heureux de l'entendre. » Ils marchèrent encore quelques pas en silence, jusqu'à ce qu'il s'arrête et se tourne pour la regarder. « Marianne, je dois vous dire quelque chose. » Son expression était sérieuse, presque grave. « Mon frère, Richard, enquête sur mes visites à la clinique. Je crois qu'il se doute de quelque chose concernant le bébé. » La déclaration prit Marianne au dépourvu. « Et c'est un problème ?» Ça peut l'être. Richard a toujours eu des ambitions concernant l'entreprise. Un héritier direct menacerait ses plans. Il ferait quelque chose contre son propre neveu ? Demanda Marianne, instinctivement protectrice. Pas directement, répondit René, choisissant ses mots avec soin. Mais Richard est habile à manipuler les situations, les gens, les contrats. S'il découvre votre existence, notre situation, il pourrait essayer d'utiliser cela d'une manière ou d'une autre. Marianne sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec la brise qui soufflait dans le parc. Pour la première fois, elle réalisa qu'elle était entrée dans un monde beaucoup plus complexe et dangereux qu'elle ne l'avait imaginé. Un monde de fortune, de pouvoir et d'intrigue familiale. « Il ne sait pas pour moi, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle soudainement alerte. « Pas encore d'après ce que j'ai pu percevoir. Mais il essaie de découvrir. » René hésita, comme s'il évaluait l'impact de ses prochains mots. « Marianne, j'ai réfléchi. Et il serait peut-être plus sûr que vous déménagiez dans un endroit plus protégé jusqu'à la naissance du bébé. »« Plus protégé ?» répéta-t-elle sans comprendre complètement. « J'ai une maison à Neuilly-sur-Seine, isolée et sécurisée, avec toutes les infrastructures nécessaires. Vous et votre mère pourriez y emménager. Il y aurait des infirmières pour s'occuper d'elle, une sécurité 24 heures sur 24, tout ce dont vous auriez besoin. » Marianne recula d'un pas, étourdie par la suggestion. « Vous voulez que ma mère et moi déménagions chez vous ?» Ce n'était pas dans le contrat, René. C'était la première fois qu'elle l'appelait par son prénom, réalisa-t-elle trop tard. Il avait toujours été Monsieur Vasconcelos, à maintenant la formalité que l'accord exigeait. Mais quelque chose avait changé entre eux, et tous deux le savaient. « Je sais que ce n'était pas dans le contrat, » répondit-il s'approchant de nouveau. « Mais beaucoup de choses ont changé depuis que nous avons signé ce papier. Ne pensez-vous pas ?» La question plana entre eux, chargée de signification implicite. Oui, beaucoup de choses avaient changé. Ce qui avait commencé comme une transaction froide et calculée s'était transformé en quelque chose de plus, quelque chose qu'aucun des deux n'osait encore nommer. « J'ai besoin de réfléchir, » répondit Marianne finalement. « Je ne dis pas non, j'ai juste besoin de digérer tout cela. » René acquiesça, compréhensif. « À tout le temps qu'il vous faudra. » La proposition tient. Ils retournèrent à l'immeuble de Marianne en silence, mais ce n'était pas un silence inconfortable. C'était le silence de deux personnes qui traitaient des changements profonds dans leur vie, réévaluaient des chemins.
reconsidérer des possibilités. Au moment de se quitter, quelque chose d'inattendu se produisit. Quand Marianne tendit la main pour une salutation formelle, René la serra entre les siennes et d'un geste étonnamment intime, la porta à ses lèvres, l'embrassant doucement. « Merci, murmura-t-il, pour tout ce que vous faites. Pas seulement pour le bébé. » Avant que Marianne ne puisse répondre, il monta dans sa voiture et partit, la laissant avec une confusion de sentiments qu'elle n'avait jamais espéré ressentir. De retour à l'appartement, elle trouva Madame Cécile endormie sur le canapé, la télévision allumée à faible volume. Elle observa sa mère un instant, le visage plus coloré, la respiration plus régulière. Le traitement fonctionnait, et c'était tout ce qui importait. Ou du moins, c'est ce qu'elle essayait de se convaincre. Elle se dirigea vers la fenêtre et regarda la rue en bas, où René se tenait quelques minutes auparavant. Que lui arrivait-il? Comment avait-elle permis que des sentiments si complexes se développent dans une situation qui n'aurait dû être que professionnelle? Son portable vibra avec un message. C'était René. Juste pour confirmer que je suis bien rentré. Merci pour la promenade. C'était le meilleur dimanche que j'ai eu depuis des années. Marianne sourit à son téléphone, se sentant comme une adolescente. Elle tapa et effaça plusieurs réponses, avant d'envoyer finalement « J'ai aimé aussi. Prenez soin de vous. » Simple, contenu mais sincère. Comment serait-il possible de maintenir cette retenue dans les mois à venir? Comment remettrait-elle le bébé, son bébé, car c'est ainsi qu'elle commençait à le considérer, et continuerait-elle sa vie comme si rien ne s'était passé? Et comment ignorerait-elle les sentiments croissants pour l'homme qui, ironiquement, avait payé pour avoir un enfant sans implication émotionnelle, mais qui semblait maintenant aussi impliqué qu'elle? Alors que ces questions tourbillonnaient dans son esprit, Marianne ne percevait pas qu'elle était observée. De l'autre côté de la rue, à l'intérieur d'une voiture sombre aux vitres teintées, un homme prenait des photos d'elle à la fenêtre. À ses côtés, sur le siège passager, Richard Vasconcelos souriait de satisfaction. « Alors c'est ce que mon frère cache » murmura-t-il, examinant les images sur l'appareil photo. Une mère porteuse, un héritier en route. Son sourire s'élargit, calculateur. Intéressant, très intéressant. Le chauffeur le regarda dans le rétroviseur. « Que voulez-vous que nous fassions maintenant, monsieur? Maintenant, nous allons tout découvrir sur cette femme. » répondit Richard, rangeant l'appareil photo. Chaque détail de sa vie, chaque faiblesse, chaque vulnérabilité. Il regarda une dernière fois le simple immeuble. Mon neveu ou ma nièce grandit peut-être dans son ventre, mais cela ne signifie pas que René a gagné. Le jeu ne fait que commencer. Dans le luxueux appartement terrasse, René Vasconcelos était également à la fenêtre, contemplant la ville qui s'étendait à ses pieds. Pour la première fois depuis des années, il se sentait vivant, vraiment vivant. Le cœur, si longtemps endormi sous des couches de maîtrise de soi et de méfiance, battait avec un sentiment qu'il n'osait nommer, mais qu'il reconnaissait comme dangereusement proche de l'amour. « Dans quoi suis-je en train de m'engager » murmura-t-il au verre de la fenêtre, qui reflétait son image solitaire contre le panorama de Paris. Mais malgré la question, quelque chose en lui savait déjà la réponse. Il se permettait enfin de ressentir, de se montrer vulnérable, et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le traitement de Madame Cécile à la clinique privée montrait des résultats prometteurs. Les médecins parlaient de rémission partielle, un terme qui sonnait comme de la musique aux oreilles de Marianne. La voir retrouver ses forces jour après jour, l'appétit revenir progressivement, les couleurs revenir sur son visage auparavant pâle. C'était comme assister à un miracle qui justifiait tous ses choix. « Ma fille, tu es différente », commenta Madame Cécile un dimanche après-midi, alors qu'elle prenait le thé sur le petit balcon de l'appartement. « Ce n'est pas seulement ton ventre qui grossit, c'est quelque chose dans ton regard. » Marianne détourna le regard, faisant semblant d'ajuster le coussin qui soutenait son dos. Elle était au 5e mois de grossesse, et son ventre se prononçait déjà clairement sous la robe légère qu'elle portait. « Ce doit être la fatigue, maman. Les gardes à l'hôpital, les consultations. »« Ce n'est pas de la fatigue, » insista Madame Cécile, avec la perspicacité que même la maladie n'avait pu diminuer. « C'est un éclat différent. Tu t'attaches au bébé, n'est-ce pas ?» La question frappa Marianne comme un coup de poing. C'était exactement ce qui s'était passé, même si elle tentait de le nier à elle-même. Chaque mouvement, chaque échographie, chaque battement de cœur entendu lors des consultations renforçait un lien qui n'aurait pas dû exister. « Je ne peux pas m'attacher, maman, » répondit-elle finalement,
les mots s'étranglant presque dans sa gorge. « Tu sais que je ne peux pas. » Madame Cécile serra la main de sa fille avec une fermeté surprenante pour quelqu'un dans son état. « Marianne, aucune femme ne porte un enfant pendant 9 mois sans créer un lien. C'est la nature. C'est ce qui nous rend humains. Mais le contrat... Les contrats sont des papiers, ma fille. Les sentiments sont autre chose. » Marianne ne répondit pas. Comment pourrait-elle expliquer à sa mère qu'en plus de s'attacher au bébé, un autre sentiment également interdit commençait à éclore dans son cœur? Un sentiment pour l'homme qui, techniquement, n'était que le contractant de ses services. Ces dernières semaines, René Vasconcelos était devenu une présence constante dans sa vie, non seulement lors des consultations médicales, mais lors d'appels quasi quotidiens, de cadeaux inattendus, de préoccupations sincères pour son bien-être. Il y avait en lui une gentillesse qui contredisait complètement la figure froide et calculatrice de la première rencontre. La semaine précédente, après avoir découvert que le bébé serait un garçon, René l'avait surprise en l'emmenant déjeuner dans un restaurant discret du Marais. C'était la première fois qu'ils se rencontraient, en dehors de l'environnement clinique. Et la conversation, initialement axée sur la grossesse, avait progressivement dérivé vers des sujets personnels. « Pourquoi avez-vous décidé d'être aide-soignante » demanda-t-il, l'observant avec un intérêt sincère. « Ma grand-mère était sage-femme dans la campagne de la Provence » répondit Marianne, se surprenant de la facilité avec laquelle elle s'ouvrait. « J'ai grandi en écoutant ces histoires sur la façon de mettre des vies au monde. Quand elle est tombée malade, les infirmières qui s'en sont occupées à l'hôpital ont été si gentilles, si humaines. J'ai décidé que je voulais faire la même chose pour les autres. » René l'écoutait avec une attention rare, comme si chaque mot était important. C'était un contraste frappant avec les hommes que Marianne avait connus auparavant. Toujours pressés, toujours distraits, toujours avec l'attention partagée entre elle et leur portable. « Et vous » demanda-t-elle, prenant courage. « Pourquoi avez-vous choisi ce chemin pour avoir un enfant ?»« Seul, je veux dire. » La question le surprit clairement. Un instant, Marianne craignit d'avoir franchi une ligne invisible. Mais René, après un instant d'hésitation, répondit avec une honnêteté qu'elle n'attendait pas. « Je n'ai jamais trouvé quelqu'un avec qui je voulais partager ma vie. Ou peut-être n'ai-je jamais permis à quelqu'un de s'approcher suffisamment. » Il marqua une pause, comme s'il pesait les mots suivants. « Mes parents sont morts quand j'étais jeune. Depuis, j'ai appris à ne faire confiance qu'à moi-même, à tout contrôler autour de moi pour ne plus être blessé. Cela semble une vie solitaire, » commenta Marianne doucement. « Oui, » admit-il avec un sourire triste. « Mais j'essaie de changer cela. Pour lui. » Il désigna le ventre de Marianne. « Je ne veux pas que mon fils grandisse avec un père incapable de montrer de l'affection. » Cette confession inattendue créa entre eux une intimité qui transcendait l'accord commercial qui les avait unis. Pour la première fois, Marianne vit au-delà de la façade d'homme d'affaires prospère. Elle vit l'homme vulnérable, marqué par les pertes et les peurs, essayant de retrouver le chemin de l'humanité qu'il avait supprimé. Maintenant, assise avec sa mère sur le simple balcon de l'appartement de la Courneuve, Marianne se demandait comment tout cela allait se terminer. Dans 4 mois, le bébé naîtrait. Le contrat serait conclu et leur vie se poursuivrait séparément. C'était ce qui était convenu, ce qui était accepté et ce qui était signé en 5 exemplaires. Mais serait-il vraiment possible de revenir en arrière, de faire comme si rien ne s'était passé, qu'aucun sentiment n'était né? « À quoi penses-tu » demanda Madame Cécile, interrompant ses pensées. « À l'avenir, maman. À ce qui vient après. » Après la naissance? Marianne acquiesça, incapable d'élaborer. Comment expliquerait-elle à sa mère que ses pensées sur l'avenir incluaient désormais non seulement le bébé, mais aussi René? C'était une folle fantaisie, elle le savait. Un conte de fées improbable, l'aide-soignante humble et l'homme d'affaires puissant, unis par un enfant qui, légalement, ne serait que le sien. Son portable sonna, interrompant la conversation. C'était Patricia. « Marie, tu ne vas pas croire, » commença son ami, sans même lui laisser le temps de la saluer. « Il y a une voiture importée garée ici, devant l'immeuble. Et il y a un homme qui demande ton appartement. Il a l'air d'un homme d'affaires, ou quelque chose comme ça. » Le cœur de Marianne s'accéléra. « Comment est-il? Si grand, grisonnant aux tempes, bien habillé. Très beau, si tu veux mon avis. » Patricia marqua une pause. « Marie, qui est cet homme? Est-ce que ça a quelque chose à voir avec... Tu sais ?» Elle désigna le ventre de Marianne. «
Je te raconterai tout après, promis, répondit Marianne se dirigeant vers la sortie. René Vasconcelos était debout à côté de sa voiture, les mains dans les poches de son manteau, l'air étrangement déplacé dans cet environnement simple. Quand il vit Marianne, son visage s'illumina d'un sourire qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Authentique, presque juvénile dans sa spontanéité. « Excusez-moi de débarquer sans prévenir, » dit-il marchant vers elle. « J'étais dans la région et... » Il s'interrompit, comme s'il réalisait l'absurdité du mensonge. René Vasconcelos ne se trouvait pas dans la région de la Courneuve par hasard un dimanche. En fait, je voulais vous voir. Voir comment vous allez. Marianne sentit une chaleur monter à son visage. « Je vais bien. Nous allons bien, » répondit-elle, posant instinctivement la main sur son ventre. Un silence étrange plana entre eux, rempli de choses non dites, de sentiments inavoués. « Voulez-vous faire un tour ?» demanda-t-il finalement. « Il y a un parc près d'ici, n'est-ce pas ?» Marianne acquiesça. Le parc de la Villette était à quelques minutes de là, un rare espace vert dans cette région densément peuplée de la ville. « Je dois juste prévenir ma mère. » Quelques minutes plus tard, les deux marchaient côte à côte le long d'une des allées du parc. C'était étrange de voir René là, avec ses chaussures italiennes foulant les feuilles mortes, son manteau cher contrastant avec la simplicité des lieux. Mais il y avait quelque chose de naturel dans leur façon de marcher ensemble, comme si leur corps savait quelque chose que leurs esprits hésitaient encore à accepter. « Comment va votre mère ?» demanda-t-il, brisant le silence. « Mieux. Les médecins sont optimistes. Le nouveau traitement fonctionne. » René sourit. « Je suis heureux de l'entendre. » Ils marchèrent encore quelques pas en silence, jusqu'à ce qu'il s'arrête et se tourne pour la regarder. « Marianne, je dois vous dire quelque chose. » Son expression était sérieuse, presque grave. « Mon frère, Richard, enquête sur mes visites à la clinique. Je crois qu'il se doute de quelque chose concernant le bébé. » La déclaration prit Marianne au dépourvu. « Et c'est un problème ?»« Ça tout. Ça peut l'être. Richard a toujours eu des ambitions concernant l'entreprise. Un héritier direct menacerait ses plans. Il ferait quelque chose contre son propre neveu ?» demanda Marianne, instinctivement protectrice. « Pas directement, » répondit René, choisissant ses mots avec soin. « Mais Richard est habile à manipuler les situations, les gens, les contrats. S'il découvre votre existence, notre situation, il pourrait essayer d'utiliser cela d'une manière ou d'une autre. » Marianne sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec la brise qui soufflait dans le parc. Pour la première fois, elle réalisa qu'elle était entrée dans un monde beaucoup plus complexe et dangereux qu'elle ne l'avait imaginé. Un monde de fortune, de pouvoir et d'intrigue familiale. « Il ne sait pas pour moi, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, soudainement alerte. « Pas encore, d'après ce que j'ai pu percevoir. Mais il essaye de découvrir. » René hésita, comme s'il évaluait l'impact de ses prochains mots. « Marianne, j'ai réfléchi. Il serait peut-être plus sûr que vous déménagiez dans un endroit plus protégé, jusqu'à la naissance du bébé. »« Mon plus protégé ?» répéta-t-elle sans comprendre complètement. « J'ai une maison à Neuilly-sur-Seine, isolée, sécurisée, avec toutes les infrastructures nécessaires. Vous et votre mère pourriez y emménager. Il y aurait des infirmières pour s'occuper d'elle, une sécurité 24 heures sur 24, tout ce dont vous auriez besoin. » Marianne recula d'un pas, étourdie par la suggestion. « Vous voulez que ma mère et moi déménagions chez vous ?» Ce n'était pas dans le contrat, René. C'était la première fois qu'elle l'appelait par son prénom, réalisa-t-elle trop tard. Il avait toujours été Monsieur Vasconcelos. C'est maintenant la formalité que l'accord exigeait. Mais quelque chose avait changé entre eux et tous deux le savaient. « Je sais que ce n'était pas dans le contrat, » répondit-il s'approchant de nouveau. « Mais beaucoup de choses ont changé depuis que nous avons signé ce papier. Ne pensez-vous pas ?» Que la question plana entre eux, chargée de signification implicite. Oui, beaucoup de choses avaient changé. Ce qui avait commencé comme une transaction froide et calculée s'était transformé en quelque chose de plus, quelque chose qu'aucun des deux n'osait encore nommer. « J'ai besoin de réfléchir, » répondit Marianne finalement. « Je ne dis pas non. J'ai juste besoin de digérer tout cela. » René acquiesça compréhensif. « Tout le temps qu'il vous faudra. La proposition tient. » Ils retournèrent à l'immeuble de Marianne en silence, mais ce n'était pas un silence inconfortable. C'était le silence de deux personnes qui traitaient des changements profonds dans leur vie, réévaluaient des chemins, reconsidéraient des possibilités. Au moment de se quitter, quelque chose d'inattendu se produisit. Quand Marianne tendit la main pour une salutation formelle,
René la serra entre les siennes et d'un geste étonnamment intime, la porta à ses lèvres, l'embrassant doucement. « Merci, murmura-t-il. Pour tout ce que vous faites, pas seulement pour le bébé. » Avant que Marianne ne puisse répondre, il monta dans sa voiture et partit, la laissant avec une confusion de sentiments qu'elle n'avait jamais espéré ressentir. De retour à l'appartement, elle trouva Madame Cécile endormie sur le canapé, la télévision allumée à faible volume. Elle observa sa mère un instant, le visage plus coloré, la respiration plus régulière. Le traitement fonctionnait, et c'était tout ce qui importait, ou du moins, c'est ce qu'elle essayait de se convaincre. Elle se dirigea vers la fenêtre et regarda la rue en bas où René se tenait quelques minutes auparavant. Que lui arrivait-il? Comment avait-elle permis que des sentiments si complexes se développent dans une situation qui n'aurait dû être que professionnelle? Son portable vibra avec un message. C'était René. Juste pour confirmer que je suis bien rentré. Merci pour la promenade. C'était le meilleur dimanche que j'ai eu depuis des années. Marianne sourit à son téléphone, se sentant comme une adolescente. Elle tapa et effaça plusieurs réponses, avant d'envoyer finalement « J'ai aimé aussi. Prenez soin de vous. » Simple, contenu, mais sincère. Comment serait-il possible de maintenir cette retenue dans les mois à venir? Comment remettrait-elle le bébé? Son bébé, car c'est ainsi qu'elle commençait à le considérer. Et continuerait-elle sa vie comme si rien ne s'était passé? Et comment ignorerait-elle les sentiments croissants pour l'homme qui, ironiquement, avait payé pour avoir un enfant sans implication émotionnelle, mais qui semblait maintenant aussi impliqué qu'elle? Alors que ces questions tourbillonnaient dans son esprit, Marianne ne percevait pas qu'elle était observée. De l'autre côté de la rue, à l'intérieur d'une voiture sombre aux vitres teintées, un homme prenait des photos d'elle à la fenêtre. À ses côtés, sur le siège passager, Richard Vasconcelos souriait de satisfaction. « Alors c'est ce que mon frère cache », murmura-t-il, examinant les images sur l'appareil photo. Une mère porteuse. Un héritier en route. Son sourire s'élargit, calculateur. Intéressant. Très intéressant. Le chauffeur le regarda dans le rétroviseur. « Que voulez-vous que nous fassions maintenant, monsieur ? » « Maintenant, nous allons tout découvrir sur cette femme, » répondit Richard, rangeant l'appareil photo. Chaque détail de sa vie, chaque faiblesse, chaque vulnérabilité. Il regarda une dernière fois le simple immeuble. Mon neveu ou ma nièce grandit peut-être dans son ventre, mais cela ne signifie pas que René a gagné. Le jeu ne fait que commencer. Dans le luxueux appartement terrasse, René Vasconcelos était également à la fenêtre, contemplant la ville qui s'étendait à ses pieds. Pour la première fois depuis des années, il se sentait vivant, vraiment vivant. Le cœur, si longtemps endormi sous des couches de maîtrise de soi et de méfiance, battait avec un sentiment qu'il n'osait nommer, mais qu'il reconnaissait comme dangereusement proche de l'amour. « Dans quoi suis-je en train de m'engager » murmura-t-il au verre de la fenêtre, qui reflétait son image solitaire contre le panorama de Paris. Mais malgré la question, quelque chose en lui savait déjà la réponse. Il se permettait enfin de ressentir, de se montrer vulnérable, et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Richard Vasconcelos observait attentivement les photographies éparpillées sur la table de son bureau, des images de Marianne à différents moments, sortant de l'immeuble où elle habitait, entrant à la clinique médicale, marchant avec René au parc de la Villette. Sur toutes, le ventre de femme enceinte était évident, ainsi que la proximité qui semblait croître entre elle et son frère. « Qu'avez-vous découvert à son sujet ?» demanda-t-il à l'enquêteur privé qu'il avait engagé. Un homme d'âge moyen au regard fatigué et aux méthodes discutables. Marianne Dubois, 28 ans, aide-soignante à l'hôpital Sainte-Marguerite, à Belleville. Mère malade d'un cancer, en traitement dans une clinique privée très chère. Jusqu'à il y a 6 mois, elle vivait difficilement. Soudain, la mère est dans la meilleure clinique d'oncologie du pays et la fille a un compte bancaire avec plus d'1 million d'euros. Richard sourit, satisfait. Mère porteuse, comme je le soupçonnais. Mon frère a toujours été pragmatique. Très sincèrement, s'il y a plus, continua l'enquêteur. Selon des sources à l'hôpital où elle travaille, Marianne a pris un congé de 6 mois. Ses collègues pensent que c'est pour s'occuper de sa mère, mais elle continue d'apparaître régulièrement à la clinique de procréation dans le Marais, et toujours accompagnée de votre frère. Accompagnée ? Richard leva un sourcil intrigué. Cela n'a pas de sens. Pourquoi René s'impliquerait-il personnellement? À moins que... Il laissa la phrase en suspens, une nouvelle possibilité se formant dans son esprit astucieux.
À moins que ce ne soit pas seulement un contrat commercial. Mon frère aurait-il enfin baissé sa garde? L'enquêteur haussa les épaules, indifférent aux implications personnelles de l'affaire. Comme il y a autre chose qui pourrait vous intéresser. La mère de la jeune femme répond bien au traitement, mais les médecins ne sont pas optimistes quant à une récupération complète. La maladie est en rémission, mais elle reviendra probablement. Richard assimila l'information avec un intérêt croissant. Une mère malade, potentiellement en phase terminale, une jeune femme émotionnellement vulnérable, portant l'enfant de son frère. Et René, apparemment, développant des sentiments pour toute la situation. C'était parfait, mieux que ce qu'il aurait pu planifier. Continuez à les suivre, ordonna-t-il, tendant une épaisse enveloppe à l'enquêteur. Je veux connaître chaque mouvement, chaque rencontre, chaque consultation médicale, et chercher le contrat. Il doit y avoir un document officiel quelque part. Quand il se retrouva seul, Richard se servit un whisky cher et contempla la vue de la ville depuis la fenêtre de son bureau dans le centre financier de Paris. Pendant des années, il avait vécu dans l'ombre de son frère aîné, l'héritier principal, le président de l'entreprise, le successeur naturel des parents. Même avec toute son intelligence et son ambition, il n'avait jamais obtenu la reconnaissance qu'il estimait méritée. La nouvelle de la grossesse l'avait d'abord ébranlé. Un héritier direct de René signifiait la fin de ses espoirs de prendre le contrôle total des constructions Vasconcelos. Mais maintenant, avec ces nouvelles informations, une stratégie commençait à se former dans son esprit. Si son frère s'impliquait réellement émotionnellement avec la mère porteuse, cela créait une vulnérabilité qu'il pourrait exploiter. Toujours si contrôlé, si froid, si calculateur, murmura-t-il, levant son verre en un toast silencieux au portrait de son frère qu'il gardait au mur, un rappel constant de son objectif. Mais il semble que même toi tu aies un cœur, après tout. Le lendemain, dans l'une des salles de réunion des constructions Vasconcelos, René analysait les rapports financiers du trimestre lorsque sa secrétaire annonça l'arrivée de Richard. Sans attendre la permission, le frère cadet entra dans la pièce avec son air habituel de confiance. « Des bénéfices impressionnants ce trimestre », commenta Richard, désignant les graphiques sur l'écran mural. Le projet de Lyon a dépassé toutes les attentes. « Oui », répondit René sèchement. « Que voulez-vous, Richard? J'ai une réunion dans 20 minutes. » Richard sourit, s'installant sur une chaise sans y être invité. Droit au but, comme toujours. Je suis là pour proposer une trêve. Trêve? René leva les sourcils, surpris. Je ne savais pas que nous étions en guerre. Peut-être que guerre avait un mot fort, concéda Richard d'un geste désinvolte. Disons, une compétition prolongée. Depuis la mort de nos parents, tu m'as tenu à l'écart des grandes affaires. Compréhensible, tu étais l'aîné, l'héritier naturel. Mais ne penses-tu pas qu'il est temps de diviser plus équitablement le contrôle de l'entreprise? René étudia son frère avec méfiance. Richard n'avait jamais été du genre à proposer des conciliations. Sa spécialité était la manipulation et les jeux de pouvoir. Pourquoi cette approche maintenant? Que voulez-vous vraiment, Richard? La vice-présidence exécutive, répondit-il promptement, comme s'il attendait la question. Avec une autonomie réelle, et 15% de plus des actions que je possède déjà. René faillit rire de l'audace. Et pourquoi accepterais-je cela? Richard se pencha en avant, baissant la voix comme s'il partageait un secret. Parce que nous sommes les seuls Vasconcelos qui restent, René. La famille. Et la famille doit rester unie, surtout quand elle est sur le point de s'agrandir. Le sang de René se glaça dans ses veines. La référence ne pouvait être plus claire. Richard savait pour le bébé. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. » Répondit-il gardant son calme. « Bien sûr que si. » Richard sourit, triomphant. Une aide-soignante de Belleville, un contrat millionnaire, des consultations fréquentes dans la meilleure clinique de procréation de la ville, ou allez-vous nier que dans quelques mois vous serez père? René garda une expression impassible, mais intérieurement son esprit travaillait frénétiquement. Comment Richard avait-il découvert? Qui d'autre savait? Et plus important encore, quelle menace cela représentait-il pour Marianne et le bébé? Ma vie personnelle ne vous regarde pas, Richard. Mais elle me regarde quand elle affecte l'avenir de l'entreprise, de notre entreprise. Richard souligna le « nôtre » avec une ironie évidente. Un héritier change tout, n'est-ce pas? Surtout un qui naît d'un arrangement si particulier. Vous me menacez? La voix de René acquit une dureté dangereuse. Menacé? Absolument pas. Richard leva les mains en signe de fausse reddition.
Je ne fais que souligner des faits. Un bébé né d'un contrat commercial, sans liens affectifs avec la mère biologique. Certains pourraient remettre en question l'éthique de cela. La presse adorerait l'histoire. Magnate paye des millions pour acheter un héritier. Imaginez les titres. René ressentit une fureur qu'il n'avait pas éprouvée depuis longtemps. Pour la première fois depuis des années, il eut envie d'agresser physiquement quelqu'un. Il se retint, sachant que c'était exactement ce que Richard voulait, le voir perdre le contrôle. « Que voulez-vous en échange de votre silence » demanda-t-il directement. « Je l'ai déjà dit, la vice-présidence est 15% de plus des actions. Un petit prix pour la discrétion familiale, ne pensez-vous pas ?» René étudia son frère un long moment. Il y avait quelque chose de plus, quelque chose que Richard ne révélait pas. Le chantage semblait presque trop retenu pour son style. « Je vais y réfléchir, » répondit-il finalement. « Maintenant, si vous me permettez, j'ai une réunion à laquelle me préparer. » Richard se leva, ajustant son costume impeccable. « Bien sûr, mon frère, prends ton temps, mais ne tarde pas trop. Des situations comme celle-ci ont une date d'expiration, 9 mois pour être exact. » Avec un dernier sourire calculateur, il quitta la pièce. Dès qu'il fut seul, René prit le téléphone et appela son chef de la sécurité. « J'ai besoin d'une vérification complète de mon bureau, de ma voiture et de mon appartement. Immédiatement. Et je veux une équipe de sécurité pour une personne, discrète mais efficace. » Il fallait protéger Marianne. Si Richard l'avait découverte, d'autres pourraient la découvrir aussi. Et son frère n'avait clairement pas montré toutes ses cartes. Le chantage n'était que le début de quelque chose de plus grand. Pendant ce temps, dans l'appartement de la Courneuve, Marianne aidait sa mère à se préparer pour une autre séance de traitement. Madame Cécile, bien que plus forte, avait encore besoin d'aide pour des activités simples comme s'habiller et se coiffer. « Ma fille, ce monsieur, le père du bébé, il est venu ici hier, n'est-ce pas ?» demanda madame. Cécile, pendant que Marianne brossait ses cheveux, maintenant clairsemés à cause du traitement. Marianne hésita. Elle avait raconté à sa mère la promenade avec René, mais pas la proposition de déménager chez lui à Neuilly-sur-Seine. Elle savait que l'idée semblerait étrange à madame Cécile. Pourquoi un homme qui avait engagé une mère porteuse offrirait-il sa propre maison à elle et à sa mère? « Oui, il est passé par ici, » répondit-elle vaguement. « Et comment est-il, en tant que personne, je veux dire ?»« Tiens, c'est différent de ce que je pensais initialement, » admit Marianne, choisissant ses mots avec soin. Au début, il semblait froid, calculateur, mais il y a quelque chose de plus en lui, quelque chose qu'il cache. « Tu l'aimes », affirma madame Cécile, non comme une question, mais comme une constatation. Marianne sentit son visage rougir. « Maman, ce n'est pas ça du tout, c'est juste une relation professionnelle. » Madame Cécile sourit avec sagesse. « Marianne, je suis ta mère, je te connais depuis ta naissance. Je sais quand tu développes des sentiments pour quelqu'un, et dire que je ne l'ai même pas encore vu. Peu importe ce que je ressens, » répondit Marianne, essayant de clore le sujet. « Quand le bébé naîtra, chacun suivra son chemin. C'est ce qui est dans le contrat. » Les contrats peuvent être réécrits, ma fille. Avant que Marianne ne puisse répondre, la sonnette retentit. Elle alla ouvrir et fut surprise de trouver Patricia, l'air préoccupé. « Marie, je dois te parler, c'est important. » Les deux allèrent dans la petite cuisine, laissant madame Cécile regarder la télévision dans le salon. « Qu'est-ce qui s'est passé, Pat? Tu as l'air effrayée. »« Marie, il y a un homme qui pose des questions sur toi à l'hôpital. Il dit qu'il est journaliste, intéressé par un article sur les professionnels de la santé. Mais les questions étaient étranges, très personnelles. Sur ta vie, ta mère, tes finances. » Marianne sentit un frisson. Comment était-il? 40 ans passés, cheveux courts, air professionnel. Il a même montré une carte d'un journal, mais ça m'a semblé faux. Qu'a-t-il demandé, exactement? Sur ton congé, pourquoi tu es partie si soudainement? Si tu étais enceinte, de qui serait l'enfant? Si tu avais commencé à dépenser beaucoup d'argent ces derniers temps? Patricia marqua une pause. Marie, qu'est-ce qui se passe? Ça a un rapport avec cet homme riche qui est venu te voir, n'est-ce pas? Marianne passa ses mains sur son visage, se sentant soudainement épuisée. C'est compliqué, Pat. C'est le père du bébé, n'est-ce pas? Vous avez une sorte d'accord. S'il te plaît, Pat, moins tu en sais, mieux c'est, pour ta propre sécurité. Patricia écarquilla les yeux. Sécurité. Marie, tu es mêlée à une sorte de problème? À ce moment-là, le portable de Marianne sonna. C'était René.
Je dois répondre, dit-elle, s'éloignant de son ami. La voix de René était tendue, préoccupée. Marianne, nous devons parler, personnellement. C'est urgent. Qu'est-ce qui s'est passé? Je préfère ne pas en parler au téléphone. Puis-je venir tout de suite? Oui, bien sûr, se répondit-elle, sentant l'anxiété monter. Quand elle raccrocha, elle trouva Patricia la regardant avec inquiétude. C'était lui, n'est-ce pas? Marianne acquiesça. Il arrive. Marie, quoi qu'il se passe, sois prudente. Ne fais pas aveuglément confiance à cet homme juste parce qu'il est riche ou beau. Ce n'est pas ça, Pat, c'est plus compliqué. Il est. Marianne hésita, ne sachant comment expliquer ce que René était devenu pour elle. Il n'était pas seulement le père du bébé qu'elle portait, ni seulement l'homme qui avait payé une fortune pour sauver sa mère. C'était quelqu'un qui, contre toute attente, commençait à occuper une place dans son cœur. Une demi-heure. Plus tard, René arriva, accompagné d'un homme corpulent qui resta à l'extérieur de l'appartement. Patricia, après avoir échangé des regards significatifs avec Marianne, prit congé, promettant d'appeler plus tard. Madame Cécile, qui ne connaissait pas encore René personnellement, l'observa avec un intérêt non dissimulé lorsque Marianne les présenta. L'homme d'affaires se montra étonnamment gentil et attentionné envers la dame, s'enquérant de sa santé, de son traitement, démontrant un intérêt qui semblait sincère. « Alors, monsieur, est le père de mon petit-fils, » dit Madame Cécile, directement, avec la franchise que l'âge et la maladie avaient intensifiée. « Marianne m'a parlé de votre accord. » René, pris au dépourvu par l'approche directe, hésita un instant avant de répondre. « Oui, madame, et je suis très reconnaissant à votre fille pour ce qu'elle fait. Ce n'est pas facile. Pour une mère de savoir que son petit-fils sera élevé loin, » continua Madame Cécile, ignorant le regard d'avertissement de Marianne. « Mais je comprends que les contrats sont des contrats. »« Maman, s'il te plaît, » commença Marianne gênée. « Tout va bien, » interrompit René doucement. « Votre mère a tout le droit d'exprimer ses préoccupations. » Se tournant vers Madame Cécile, il continua. « Madame, je vous promets que votre petit-fils sera très aimé et bien soigné. Et quant à la distance ?» Il marqua une pause significative, jetant un coup d'œil à Marianne. Peut-être n'aura-t-elle pas besoin d'être aussi absolue que le contrat le suggère. Les mots planèrent dans l'air, chargés d'implications qui firent le cœur de Marianne s'accélérer. Que suggérait René? « Madame Cécile, cela vous dérangerait-il si je parlais en privé avec votre fille pendant quelques minutes ?» demanda René. « Bien sûr que non. Je vais me reposer un peu dans la chambre. » Madame Cécile se leva difficilement, refusant poliment l'aide offerte par René. Avant de partir, elle toucha brièvement son bras. « Vous semblez un homme meilleur que Marianne ne l'a initialement décrit. » Quand ils furent seuls, René expliqua rapidement la situation. La découverte de Richard concernant la grossesse, le chantage, les soupçons qu'ils étaient surveillés. « C'est votre frère qui a envoyé quelqu'un à l'hôpital pour poser des questions sur moi, » conclut Marianne, comprenant la gravité de la situation. « Presque certainement, » acquiesça René. « Richard essaie de recueillir des informations, peut-être pour les utiliser contre nous d'une manière ou d'une autre. »« Contre nous ?» répéta Marianne, notant le choix des mots. « Pas seulement contre vous ?» René s'approcha d'elle, lui tenant les mains avec une gentillesse qui contrastait avec sa posture généralement contrôlée. « Marianne, il ne s'agit plus seulement de moi ou du bébé, il s'agit de vous aussi. » Il marqua une pause, comme s'il choisissait soigneusement les mots suivants. « Ces derniers mois, quelque chose a changé, quelque chose qu'aucun de nous n'avait planifié ou prévu lorsque nous avons signé ce contrat. » Marianne sentit son cœur s'emballer. Était-elle vraiment en train d'entendre ce qu'elle pensait entendre? « Qu'est-ce qui a changé exactement ?» demanda-t-elle, ayant besoin d'une confirmation. « Tout, » répondit-il simplement. « Ce qui a commencé comme un accord commercial s'est transformé en quelque chose de plus, du moins pour moi. » Il la regarda droit dans les yeux. « Et pour vous ?» La question plana entre eux, aussi directe qu'inattendue. C'était le moment de vérité, réalisa Marianne. Elle pourrait nier, rester protégée derrière la formalité du contrat, ou elle pourrait admettre ce que son cœur savait déjà depuis des semaines. « Pour moi aussi, » admit-elle finalement, la voix presque un murmure. « Mais je ne sais pas ce que cela signifie, René. Le contrat. »« Le contrat peut être réécrit, » l'interrompit-il, répétant sans le savoir les mêmes mots que Madame Cécile avait utilisés plus tôt, ou simplement oubliés. Marianne sentit des larmes monter à ses yeux. C'était
comme si une digue intérieure s'était ouverte, libérant des émotions qu'elle avait tenté de réprimer si longtemps. « J'ai peur, confessa-t-elle, pas seulement à cause de votre frère, mais de tout cela. De me permettre de ressentir quelque chose qui n'est peut-être pas réel, qui n'est peut-être que le moment, les circonstances. » René lui caressa doucement le visage, essuyant une larme qui coulait. « J'ai eu peur aussi, Marianne. Pendant des années, j'ai contrôlé chaque aspect de ma vie, gardant tout le monde à une distance sûre. Et puis vous êtes apparu, portant mon fils, me montrant une humanité que j'avais oublié qu'elle existait. À ce moment, comme s'il sentait l'émotion du moment, le bébé bougea vigoureusement dans le ventre de Marianne. Elle prit la main de René et la posa sur l'endroit, lui permettant de sentir les mouvements de son fils. « Il est agité aujourd'hui », commenta-t-elle avec un sourire entre les larmes. René resta silencieux, émerveillé par la sensation des mouvements du bébé sous sa main. Quand il parla enfin, sa voix était étranglée d'émotion. « Venez avec moi, Marianne, vous et votre mère, à la maison de Neuilly-sur-Seine. Non seulement pour la sécurité, mais parce que je vous veux près de moi. » Marianne le regarda dans les yeux, cherchant le moindre signe d'hésitation ou de doute. Elle n'en trouva aucun. Pour la première fois, René Vasconcelos était complètement ouvert, vulnérable, sincère. « Oui, » répondit-elle finalement, « nous viendrons avec vous. » La maison de René à Neuilly-sur-Seine n'était pas seulement une résidence. C'était un manoir imposant, protégé par de hauts murs et un système de sécurité sophistiqué. Situé sur un vaste terrain avec des jardins bien entretenus, la construction aux lignes modernes et élégantes contrastait avec tout ce que Marianne connaissait. « C'est grand », commenta-t-elle. Lorsque la voiture franchit les portails automatiques, après reconnaissance par l'agent de sécurité. René sourit, remarquant l'étonnement à peine dissimulé sur son visage. Ce fut l'un des premiers projets que j'ai réalisés lorsque j'ai repris l'entreprise de construction. Peut-être un peu exagéré pour une personne qui vit seule. Madame Cécile, assise sur la banquette arrière du SUV de luxe, observait tout en silence respectueux. La décision de déménager avait été étonnamment facile pour la dame. Après une longue conversation avec Marianne et après avoir mieux connu René, elle semblait avoir accepté la situation avec une sérénité qui surprit sa fille. « Je veux juste te voir heureuse, ma fille », lui avait-elle dit la veille, alors qu'elle faisait leur valise. « Et cet homme, aussi différent soit-il de notre monde, semble sincère. Je vois comment il te regarde. Ce n'est pas le regard de quelqu'un qui ne fait que remplir un contrat. » Le déménagement fut effectué avec une efficacité militaire. Une équipe engagée par René s'occupa d'emballer les effets personnels de Marianne et Madame Cécile, tandis que les meubles plus anciens et les appareils électroménagers furent donnés à des voisins dans le besoin. En moins de 24 heures, elles avaient déménagé du petit appartement de la Courneuve au manoir de Neuilly-sur-Seine. « J'ai préparé toute une aile pour vous », expliqua René, les conduisant à travers l'intérieur luxueux de la maison. « Madame Cécile, votre chambre a une vue sur le jardin, et nous avons installé des équipements médicaux pour votre confort. Une infirmière viendra quotidiennement pour vous aider avec ce qui est nécessaire. » L'idée d'avoir une infirmière privée dérangea initialement Marianne. Après tout, elle-même était professionnelle de la santé. Mais René expliqua gentiment. « Je sais que vous prendriez parfaitement soin de votre mère, Marianne. Mais vous avez aussi besoin de repos, surtout maintenant, au 6e mois de grossesse. » Il avait raison, bien sûr. À mesure que son ventre grossissait, Marianne se sentait plus fatiguée et l'idée de partager les soins de sa mère était réconfortante. Pourtant, il y avait quelque chose d'étrange dans toute la situation. Le luxe, soudain, les employés à disposition, la sensation de vivre une vie qui n'était pas la sienne. Les premières nuits au manoir, Marianne eut du mal à dormir. Le silence était oppressant, après des années habituées au bruit constant de la périphérie parisienne. Le matelas était trop mou. Les draps en coton égyptien étranges contre sa peau. Tout semblait excessivement parfait, comme dans un hôtel 5 étoiles où elle ne parvenait pas à se détendre complètement. En revanche, Madame Cécile s'adapta avec une facilité surprenante. La dame, auparavant si attachée aux routines simples et à l'environnement familier, semblait s'épanouir dans le nouvel espace. L'alimentation équilibrée préparée par un chef privé, les soins médicaux de première ligne, le confort absolu, tout contribuait à une amélioration visible de son état général. « Votre mère répond très bien au nouvel environnement », commenta la docteure Mélissa, oncologue qui faisait désormais des visites régulières au manoir.
Le stress est un facteur important dans la lutte contre le cancer, et ici elle est visiblement plus détendue. René, quant à lui, surprenait Marianne chaque jour. L'homme froid et calculateur de la première rencontre avait cédé la place à quelqu'un d'attentif, presque impatient de garantir le confort des deux femmes. Il passait de plus en plus de temps au manoir, travaillant au bureau à domicile chaque fois que possible, dînant avec elle tous les soirs. Ce fut lors d'un de ces dîners, 2 semaines après le déménagement, que René expliqua enfin complètement la situation avec Richard. « Mon frère a toujours voulu le contrôle de l'entreprise », raconta-t-il, tandis que tous trois prenaient le thé sur le balcon après le repas. Depuis la mort de nos parents, Richard s'est senti lésé. J'étais l'aîné et j'ai naturellement pris la direction de l'entreprise de construction. Peut-être, il hésita, comme s'il admettait quelque chose à lui-même pour la première fois, peut-être ne lui ai-je pas donné les opportunités qu'il méritait. Rivalité entre frères, commenta Madame Cécile doucement. C'est plus courant qu'on ne l'imagine. Ce n'est pas seulement de la rivalité, Madame Cécile. C'est quelque chose de plus profond, de plus calculé. Richard n'a jamais accepté d'être le second en quoi que ce soit. Et quand il a appris pour le bébé, René regarda le ventre de Marianne, où son fils grandissait. Un héritier direct menace tous ses plans. Vous pensez qu'il serait capable de faire quelque chose contre le bébé ? Demanda Marianne, sentant un frisson lui parcourir l'échine. Pas directement, répondit René après un moment de réflexion. Richard est plus subtil. Il essaiera probablement de vous discréditer, de remettre en question la validité du contrat, peut-être même d'essayer de prouver que je ne suis pas en état mental d'élever un enfant. C'est absurde, protesta Marianne. Pour ceux qui nous connaissent, oui, mais Richard est convaincant. Il a des contacts dans les médias et il sait manipuler l'opinion publique. René marqua une pause, comme s'il mesurait le poids des mots suivants. Il m'a déjà proposé un accord, la vice-présidence de l'entreprise et plus d'actions en échange de son silence sur notre situation. « Oh, et vous allez accepter ?» demanda Madame Cécile directement. « Non », répondit René avec fermeté. « Céder au chantage ne serait que le début. Richard ne se contenterait jamais de cela. » La conversation fut interrompue par l'arrivée de l'avocat de René, Marc, qui avait été appelé pour une réunion urgente. Madame Cécile se retira pour se reposer, les laissant seuls dans la bibliothèque du manoir. « Qu'avez-vous découvert ?» demanda René dès qu'ils furent installés. « Votre frère a engagé l'un des meilleurs cabinets d'avocats spécialisés en droit de la famille, » répondit Marc, ouvrant son dossier. « Ils étudient les moyens de contester vos droits parentaux lorsque le bébé naîtra. » « Sur quelle base ?» s'inquiéta Marianne alarmée. « Principalement sur le contrat original », expliqua l'avocat, la regardant d'un air grave, « qui spécifie clairement que vous n'auriez aucun contact avec l'enfant après la naissance. Ils argumenteront qu'il y a eu rupture de contrat, puisque vous, eh bien, vous avez développé une relation au-delà de l'accord commercial. » Marianne sentit son visage brûler. C'était étrange d'entendre sa relation avec René, encore si nouvelle, si indéfinie, être discuté en termes légaux. Le contrat ne prévoit rien concernant une relation entre les parties, argumenta René. Il stipule seulement les conditions de la gestation et de la naissance. Techniquement, vous avez raison, acquiesça Marc. Mais Richard prépare une attaque sur plusieurs fronts. S'il n'y parvient pas par le côté légal, il tentera par le côté personnel. Il est déjà en train de recueillir des informations sur le passé de Marianne, sa famille, ses relations antérieures. « Est-ce comment hostile ?» s'exclama René, la colère évidente dans sa voix. « C'est ainsi que Richard opère, » répondit l'avocat calmement. « Il cherche les vulnérabilités, les points faibles qu'il peut exploiter. » Marianne sentit une oppression dans sa poitrine. « Et il a trouvé quelque chose sur moi. » Marc hésita, semblant mal à l'aise. « Il se concentre principalement sur le traitement de votre mère. Il sait combien cela coûte. Il sait que vous avez accepté le contrat principalement pour cela. Et il va essayer de s'en servir contre moi, conclut Marianne, comprenant. Me dépeindre comme une opportuniste qui est tombée enceinte pour de l'argent et qui essaie maintenant de profiter encore plus de la situation. Exactement, confirma Marc. C'est une stratégie prévisible, mais potentiellement efficace, surtout si elle parvient aux médias. Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Marianne sentit le bébé bouger, comme s'il sentait son agitation. Instinctivement, elle posa la main sur son ventre, un geste protecteur qui ne passa pas inaperçu pour René. « Nous devons anticiper ces mouvements, » dit finalement l'homme d'affaires.
Marc, je veux que vous prépariez de nouveaux documents. Un contrat de mariage. La déclaration surprit autant l'avocat que Marianne, qui écarquilla les yeux sous le choc. Contrat de mariage, répéta-t-elle, incertaine d'avoir bien compris. René se tourna pour la regarder, ses yeux reflétant une détermination qu'elle connaissait déjà, mais aussi quelque chose de nouveau, un éclat d'affection qui rendait son expression plus douce. Marianne, je sais que c'est soudain, et ce n'est peut-être pas le moment le plus romantique pour proposer. Il marqua une pause, cherchant les mots justes, mais j'aimerais que vous envisagiez de m'épouser. Non seulement à cause du bébé ou pour affronter Richard, mais parce que, ces derniers mois, vous êtes devenu essentiel pour moi, d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible. Marc, percevant l'intensité du moment, murmura une excuse et se retira discrètement de la pièce, les laissant seuls. Marianne se sentit étourdie, comme si le monde tournait autour d'elle. Un tourbillon d'émotions contradictoires l'envahit. Surprise, confusion, bonheur, peur. « René, je ne sais pas quoi dire, » répondit-elle honnêtement. « Ah, c'est tellement rapide. Il y a quelques mois, nous étions des étrangers, unis par un contrat. Maintenant, je vis chez vous. J'attends votre enfant et vous me demandez en mariage. Je sais que cela semble fou, » admit-il, s'approchant pour lui prendre les mains. « Je n'ai jamais été impulsif, vous le savez. J'ai toujours planifié chaque pas, chaque décision. Mais avec vous, avec notre fils, tout a changé. Pour la première fois, je suis ce que je ressens, pas ce que la logique dicte. » La sincérité de sa voix était indéniable. Marianne regarda leurs mains unies, les siennes fortes et sûres. Les siennes, plus petites et maintenant légèrement gonflées par la grossesse. Des mains si différentes, des vies si différentes, que le destin avait décidé d'entrelacer de manière inattendue. « J'ai besoin de temps, » répondit-elle finalement. « Je ne dis pas non. J'ai juste besoin de digérer tout cela. » René acquiesça compréhensif. « Tout le temps qu'il vous faudra. La proposition reste. » Cette nuit-là, dans sa chambre au manoir, Marianne ne parvint pas à dormir. La proposition de René résonnait dans son esprit, avec toutes les implications qu'elle comportait. L'épouser signifierait bien plus qu'une solution légale à ses problèmes. Ce serait un engagement à vie, une union entre des mondes complètement différents. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre, observant les jardins illuminés par la lumière de la lune. Qui était-elle maintenant? Toujours la simple aide-soignante de la Courneuve. Ou était-elle en train de se transformer en une autre personne? Et si elle épousait René, parviendrait-elle à conserver son identité ou serait-elle engloutie par son monde? Un mouvement dans le jardin attira son attention. René marchait seul parmi les arbres, apparemment aussi inquiet qu'elle. Il y avait quelque chose dans sa posture solitaire qui toucha Marianne profondément. Derrière le pouvoir et la richesse, il y avait un homme vulnérable, cherchant son chemin tout comme elle. Le lendemain, pendant le petit déjeuner, Madame Cécile remarqua la tension entre eux. Avec la sagesse des années, elle attendit qu'elle soit seule pour aborder sa fille. « Il t'a demandé en mariage, n'est-ce pas ?» Marianne faillit s'étouffer avec son jus. « Comment sais-tu ?»« Je suis vieille, ma fille, pas aveugle, » répondit Madame Cécile avec un sourire. « J'ai vu comment il te regardait hier, comment vous agissez tous les deux aujourd'hui. Et ça a du sens, avec le bébé qui arrive, avec son frère qui complote. »« Je ne veux pas me marier par convenance, maman, » interrompit Marianne, « ou par peur de ce que Richard pourrait faire. »« Et par amour ? Tu te marierais par amour ?» La question prit Marianne au dépourvu. Amour, était-ce le mot pour ce qu'elle ressentait pour René? Pour la chaleur qui se répandait dans sa poitrine quand il souriait, pour le sentiment de sécurité quand il était dans ses bras, pour la connexion profonde qui s'était formée entre eux à travers la gestation partagée de leur fils. « Je crois que oui, » admit-elle, presque surprise par sa propre réponse. « Mais tout est si rapide, maman, et nos mondes sont si différents. » Toi, Casne, les mondes se rapprochent de ma fille, les gens se changent mutuellement. Madame Cécile serra la main de Marianne avec tendresse. J'ai vu comment tu l'as changé, et comment il t'a changé aussi. Vous n'êtes plus les mêmes personnes qui ont signé ce contrat. Les paroles de sa mère restèrent avec Marianne toute la journée. Quand René arriva pour le dîner, elle demanda à lui parler en privé après le repas. Dans son bureau, la porte fermée pour assurer l'intimité, Marianne exprima enfin ses craintes. « J'ai peur. René, peur de ne pas appartenir à votre monde. Peur qu'un jour vous réalisiez que tout cela était une erreur, une décision émotionnelle qui ne tient pas la route dans la réalité. »
René s'écouta attentivement sans l'interrompre. Quand elle eut fini, il répondit avec un calme qui transmettait la certitude. « Marianne, ce que je ressens pour vous n'est pas une phase ou une impulsion. C'est quelque chose qui a grandi lentement, jour après jour, semaine après semaine. Quant à nos mondes différents, peut-être est-ce précisément cela qui nous rend faits l'un pour l'autre. Vous m'avez appris à ressentir à nouveau, à voir au-delà des affaires et des contrats. Et si ça ne marche pas ?» demanda-t-elle, verbalisant sa plus grande peur. « Et si ça marche ?» rétorqua-t-il avec un léger sourire. « Je ne demande pas de garantie, Marianne. Je demande juste une chance. Pour nous trois !» Doucement, il posa sa main sur son ventre, où son fils s'agitait comme s'il participait à la conversation. À ce moment, en regardant René dans les yeux, en sentant le bébé bouger sous sa main, Marianne sut sa réponse. Ce n'était pas une décision pratique ou logique. C'était une décision du cœur. « Oui, » dit-elle simplement. « Je vous épouse. » L'expression de René s'illumina d'une joie presque enfantine dans sa pureté. Sans mots, il la serra dans ses bras, l'embrassant avec une intensité qui exprimait tout ce que les mots ne pouvaient pas. Les préparatifs du mariage commencèrent immédiatement. René voulait une cérémonie petite, mais élégante avant que la grossesse de Marianne ne soit trop avancée. Ils convinrent d'une date 3 semaines plus tard, suffisamment de temps pour les arrangements nécessaires, mais pas assez pour donner à Richard l'occasion d'interférer. Patricia, maintenant au courant de toute la situation, aida Marianne à choisir une robe qui mettait gracieusement en valeur son ventre de près de 7 mois. Son ami, initialement sceptique quant à la rapidité des événements, se laissa progressivement convaincre de la sincérité des sentiments de René. « Je n'aurais jamais pensé dire ça », commenta Patricia pendant l'essayage de la robe. « Mais cet homme t'aime vraiment, Marie. Ça se voit dans son regard. » La nouvelle du mariage imminent parvint à Richard par des informateurs qu'il maintenait au manoir. La réaction fut immédiate. Une convocation urgente du conseil d'administration de l'entreprise de construction, alléguant des préoccupations concernant la stabilité mentale de René. « Mon frère prend des décisions impulsives qui menacent l'avenir de l'entreprise », argumenta Richard lors de la réunion. Un mariage précipité avec la mère porteuse de son fils, sans aucun contrat de mariage adéquat, représente un risque patrimonial significatif. Mais René était préparé. Avec l'aide de Marc, il avait méticuleusement documenté toutes les actions récentes de Richard, l'espionnage, les tentatives de chantage, le harcèlement voilé envers Marianne. Quand il présenta ses preuves au conseil, la situation tourna rapidement contre le frère cadet. « Je ne permettrai pas que des intérêts personnels et une ambition démesurée menacent cette entreprise ou ma famille », déclara René fermement devant les conseillers. « Richard aura toujours sa place garantie dans l'entreprise de construction, comme notre père l'aurait souhaité. Mais ces tentatives de manipulation et d'intimidation se terminent maintenant. » Le conseil, composé majoritairement de dirigeants, qui devaient leur position à René, vota à l'unanimité pour son maintien à la présidence et pour la limitation des pouvoirs de Richard au sein de l'entreprise. C'était une victoire décisive, mais René savait que son frère n'abandonnerait pas facilement. La veille du mariage, alors que les derniers préparatifs étaient finalisés dans le jardin du manoir, Richard apparut inopinément. René le reçut seul dans le bureau, préparé à un nouveau conflit. « Tu as gagné cette manche, mon frère », dit Richard, se servant un whisky sans y être invité. « Le conseil, l'entreprise, même l'opinion publique, tous sont de ton côté maintenant. Le puissant René Vasconcelos, régénéré par l'amour d'une simple aide-soignante, prêt à devenir un père et un mari exemplaire. « Que veux-tu, Richard ?» demanda René directement, fatigué des jeux de son frère. « Je suis venu apporter mon cadeau de mariage, » répondit-il avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Ou ma démission de l'entreprise de construction. Je suivrai mon propre chemin à partir de maintenant. » La déclaration surprit René. Il s'attendait à plus de résistance, plus de manœuvres, pas à une apparente reddition. « Tu n'as pas besoin de quitter l'entreprise. Comme je l'ai dit au conseil, il y aura toujours une place pour toi. Nous sommes de la famille. »« Famille », répéta Richard avec amertume. « Un mot intéressant venant de toi, qui pendant des années m'a traité comme peu plus qu'un employé. Mais ne t'inquiète pas, mon frère. Je ne garde pas rancune. En fait, je souhaite sincèrement que tu sois heureux avec ta nouvelle famille. » Il y avait quelque chose dans le ton de Richard, une satisfaction contenue, qui alerta René. Son frère n'acceptait jamais les défaites avec grâce,
Ne reculez jamais sans un plan alternatif. Que trames-tu, Richard? Tramant? Rien, absolument rien. Richard termina sa boisson et posa le verre sur la table. Juste te laisser de la place pour que tu vives ton conte de fées. Au fait, comment va Madame Cécile? Le traitement fonctionne-t-il bien? La mention de la mère de Marianne, apparemment désinvolte, fit que René serra les poings. N'ose pas t'approcher d'elle. Moi, jamais. Je suis juste sincèrement intéressé par la santé de ma future. Comment serait-elle? Belle-mère par alliance. Richard rit de sa propre blague. Quoi qu'il en soit, transmets mes salutations à ta fiancée. Dis-lui que je regrette de ne pas pouvoir assister au mariage, mais j'ai des affaires impérieuses à l'étranger. Après le départ de Richard, René resta immobile de longues minutes, essayant de déchiffrer la véritable signification de cette rencontre. Son frère se retirait-il stratégiquement ou préparait-il un nouveau coup? La mention de la santé de Madame Cécile n'était-elle qu'une provocation ou une menace voilée? Il décida de renforcer la sécurité du manoir et surtout la surveillance de la mère de Marianne. Il ne raconterait pas la visite de Richard. Il ne voulait pas ajouter de soucis supplémentaires à la veille de son mariage, mais il resterait vigilant, préparé à tout mouvement de son frère. Cette nuit-là, dans leurs chambres respectives au manoir, ils avaient décidé de suivre la tradition de ne pas se voir avant la cérémonie. Marianne et René réfléchissaient au chemin qui les avait menés là, d'un contrat froid et impersonnel à un amour qui défiait toutes les probabilités. Marianne, caressant son ventre proéminent, parlait doucement à son fils. « Demain, nous serons officiellement une famille, mon petit. Une vraie famille, non par contrat mais par amour. » Dans son bureau, René regardait une dernière fois le contrat original, conservé dans un coffre-fort depuis le jour où Marianne avait emménagé au manoir. Les clauses froides, les conditions strictes, le langage juridique impersonnel. Tout cela semblait appartenir à une autre vie, à une autre personne. D'un geste décidé, il sortit le contrat du coffre-fort et, feuille par feuille, le déchira en petits morceaux. Il n'avait plus besoin de ce document. Ce qui les unissait maintenant était infiniment plus fort, plus réel et plus durable que n'importe quel papier signé ne pourrait l'être. Le jour du mariage se leva avec un ciel bleu parfait sur les jardins du manoir de Neuilly-sur-Seine. Une élégante tente avait été installée parmi les arbres centenaires, décorée d'arrangements de fleurs blanches et vertes qui créaient une atmosphère de simplicité sophistiquée. Seulement 30 invités, les plus proches des deux côtés, avaient été conviés à la cérémonie intime. Marianne, dans sa chambre, observait son reflet dans le miroir, tandis que Patricia ajustait les derniers détails de la robe de soie couleur champagne qui tombait doucement sur son ventre de 7 mois. Le modèle, de coupe empire et aux délicates manches de dentelle, avait été spécialement conçu pour elle par un styliste renommé, ami personnel de René. « Tu es magnifique », murmura Madame Cécile, qui observait sa fille les yeux embués. La dame, bien que toujours fragile à cause du traitement, semblait plus forte que jamais en ce jour spécial, vêtue d'un ensemble bleu clair qui rehaussait la couleur qui revenait progressivement sur son visage. « Merci, maman », répondit Marianne, ressentant une émotion qu'elle parvenait à peine à contenir. « Comment ça se tient pour tout, pour être ici ?» Les deux s'étreignirent avec précaution. Un moment de reconnaissance silencieuse de tout ce qu'elles avaient affronté ensemble. La maladie, les difficultés financières, les choix difficiles qui les avaient menés à ce moment inattendu. « Ton père serait si fier », dit Madame Cécile, faisant référence à son mari décédé des années auparavant. « Pas pour le luxe ou l'argent », s'empressa-t-elle d'ajouter, « mais pour la femme forte et intègre que tu es devenue. » Un léger coup à la porte interrompit le moment. C'était Maître Marc, l'avocat qui était devenu un ami et confident du couple ces derniers mois. « Désolé de vous interrompre », dit-il entrant après l'invitation de Marianne. « Je voulais juste vous informer que tout est prêt en bas. » Et... il hésita brièvement. « J'ai personnellement confirmé que Richard a embarqué pour Londres hier soir. Il n'y aura pas d'interférence aujourd'hui. » Marianne acquiesça, reconnaissante de l'information. Bien que René n'ait pas parlé de la visite de son frère la veille, elle avait remarqué son inquiétude accrue. Les agents de sécurité supplémentaires, les conversations chuchotées avec Marc. Elle en savait assez sur Richard pour craindre une action désespérée de sa part. « Merci. Maître Marc, vous pouvez dire à René que je descendrai dans 15 minutes. » Quand l'avocat sortit, Patricia aida Marianne avec les dernières retouches.
un simple diadème de fleurs naturelles dans ses cheveux lâches, une touche subtile de maquillage qui rehaussait sa beauté naturelle sans la masquer. Prête à devenir Madame Vasconcelos, plaisanta son ami, arrangeant la petite traîne de la robe. Prête à être la Marianne que j'ai choisi d'être, répondit-elle, avec une confiance tranquille qui la surprit elle-même, avec un nouveau nom de famille, mais la même essence. Dans le jardin, sous l'élégante tente, René attendait avec une anxiété qu'il n'avait jamais ressentie lors de négociations de milliards ou de décisions d'entreprise. Vêtu d'un costume clair qui contrastait avec sa sobriété habituelle, il semblait plus jeune, plus léger. À ses côtés, comme témoin, se tenait Charles, son ami d'enfance et l'un des rares à connaître l'homme derrière l'homme d'affaires. « Je n'aurais jamais pensé vivre ce jour », commenta Charles à voix basse, observant les invités qui s'installaient. René Vasconcelos, l'homme qui a transformé les relations en contrats, sur le point de dire oui devant un hôtel. Moi non plus. Admit René avec un sourire serein. Mais la vie a une façon intéressante de nous surprendre exactement quand nous pensons tout contrôler. La musique douce qui jouait en fond changea pour la marche nuptiale, et tous les regards se tournèrent vers l'entrée de la tente. Madame Cécile apparut la première, guidée par l'un des cousins de Marianne. Ensuite, Patricia, en tant que demoiselle d'honneur, descendit lentement l'allée formée entre les chaises. Et puis Marianne apparut, radieuse dans son élégante simplicité, une main délicatement posée sur son ventre proéminent, comme si elle partageait ce moment avec l'enfant qu'elle portait. Elle marcha seule dans l'allée, un choix symbolique qu'elle avait tenu à maintenir, représentant le chemin indépendant qui l'avait menée jusqu'ici. Quand leurs yeux rencontrèrent ceux de René, quelque chose passa entre eux, une compréhension mutuelle, une certitude partagée que, malgré toutes les probabilités, ils avaient trouvé l'un en l'autre exactement ce qu'ils ne savaient pas qu'ils cherchaient. La cérémonie fut brève et émouvante. Ils échangèrent des vœux qu'ils avaient écrits personnellement, des mots sincères, qui parlaient de transformation, de deuxième chance, de famille, qui se forment non seulement par le sang, mais par les choix quotidiens d'aimer et de rester. « Quand j'ai signé ce contrat, » dit Marianne dans ses vœux, la voix étranglée par l'émotion, « je n'aurais jamais imaginé que je signais aussi le début d'une histoire d'amour. Vous m'avez appris, René, que les plans les plus parfaits doivent parfois être abandonnés pour que nous puissions trouver ce qui compte vraiment. Et vous m'avez appris, » répondit-il dans ses propres vœux, que vivre selon les règles que j'avais créées pour me protéger, c'était seulement exister, pas vivre. Avec vous et notre fils, j'apprends enfin ce que signifie être réellement vivant. Quand les alliances furent échangées, et que l'officiant les déclara mari et femme, les applaudissements des invités se mêlèrent au chant des oiseaux dans le jardin. C'était un nouveau départ, construit sur les ruines de plans méticuleusement élaborés et heureusement détruits. La réception qui suivit fut aussi intime que la cérémonie, un repas élégant servi sous les arbres, des conversations authentiques, des rires faciles. René, normalement réservé lors des événements sociaux, surprit tout le monde par sa décontraction, circulant parmi les invités main dans la main avec Marianne, présentant fièrement les amis de sa nouvelle épouse aux membres de son cercle social. Ce fut pendant la réception que le portable de Marc sonna. L'avocat s'éloigna pour répondre et quelques minutes plus tard s'approcha discrètement de René. « Je dois vous parler. En privé. » Dans le bureau du manoir, loin de la fête, Marc tendit une enveloppe à René. « Ceci est arrivé à mon bureau il y a 1 heure. C'est de Richard. » René ouvrit l'enveloppe avec appréhension. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite et une seconde enveloppe, plus petite, portant le nom de Marianne. « Cher frère, » commençait la lettre, « quand tu liras ceci, je serai déjà en route pour une nouvelle vie en Europe. Je n'ai aucun intérêt à continuer une guerre que je ne peux pas gagner. Tu as toujours été plus fort, plus déterminé. Je reconnais ma défaite et me retire. Je te laisse ma lettre de démission formelle de l'entreprise de construction et un cadeau de mariage, qui signifiera peut-être plus pour ta femme que n'importe quel bijou ou propriété que je pourrais offrir. Dans la petite enveloppe, tu trouveras les résultats les plus récents des examens de Madame Cécile, que j'ai obtenus grâce à des contacts à la clinique où elle est soignée. Ne te méprends pas, ce n'est pas un geste de bonté. C'est simplement ma reconnaissance que parfois, il y a des batailles qui ne valent pas la peine d'être menées. Prends bien soin de ton fils, René. Et souviens-toi, tout dans la vie ne peut pas être contrôlé par des contrats. Ton frère, Richard. Les mains tremblantes, René ouvrit la deuxième enveloppe. Les résultats des examens montraient quelque chose d'extraordinaire.
la rémission complète du cancer de Madame Cécile. Un résultat que les médecins qui la suivaient n'avaient pas encore confirmé officiellement, attendant peut-être plus de tests pour en être sûr. « Incroyable !» murmura Marc qui lisait par-dessus l'épaule de René. « Pourquoi Richard ferait-il cela? Même les cœurs les plus durs ont des moments de clarté. » répondit René, absorbant encore la signification de ces papiers. Ou peut-être est-ce simplement sa façon de dire adieu à une bataille qu'il a réalisé qu'il ne pouvait pas gagner. Ils retournèrent à la fête, où René appela discrètement Marianne et Madame Cécile dans un coin tranquille du jardin. Là, loin des regards curieux, il partagea la nouvelle qu'il venait de recevoir. La réaction de Madame Cécile fut un silence stupéfait, suivi de larmes qu'elle ne tenta pas de retenir. Marianne, serrant sa mère dans ses bras, regardait René avec un mélange d'incrédulité et de gratitude qui transcendait les mots. « C'est un miracle », murmura finalement Madame Cécile. « Un vrai miracle. C'est le début d'une nouvelle phase pour nous tous », répondit René, enveloppant les deux femmes dans une étreinte protectrice. Une famille complète, en bonne santé, unie. Le reste de la célébration se déroula dans une atmosphère presque magique de joie multipliée. La nouvelle ne fut pas partagée avec les autres invités. Ce serait un moment seulement pour eux, un secret de famille qui rendait ce jour encore plus spécial. Quand la nuit tomba et que les derniers invités prirent congé, Marianne et René restèrent un moment seuls dans le jardin, sous le ciel étoilé. Il la tenait par la taille, sa main posée sur son ventre, où leur fils grandissait fort et en bonne santé. « Tu sais ce qui est drôle ?» commenta Marianne, posant sa tête sur l'épaule de son nouveau mari. Tout a commencé avec un contrat. Un accord commercial froid et calculé. Et cela s'est terminé par un vœu, compléta René, embrassant doucement sa tempe. Une promesse faite non sur papier, mais dans le cœur. À ce moment, comme pour sceller le pacte de leurs parents, le bébé bougea vigoureusement, provoquant des rires chez les deux. « Il approuve », plaisanta Marianne. « Il sait qu'il est aimé », corrigea René. Et cela, au final, est tout ce qui compte. 2 semaines plus tard, Gabriel Dubois Vasconcelos naquit sain et fort, apportant la conclusion parfaite à une histoire qui avait commencé de manière si improbable. Dans les bras de Marianne, observé par les yeux émus de René et l'expression sereine de Madame Cécile, le petit Gabriel représentait tout ce que ses parents avaient appris, que les plans les plus parfaits doivent parfois céder la place aux détours du destin, que les contrats ne peuvent contenir les sentiments, et que les familles se forment non par obligation ou commodité, mais par des choix quotidiens d'amour et d'engagement. Et ainsi, là où il y avait auparavant un empire construit sur des contrats et des clauses, fleurissait maintenant quelque chose d'infiniment plus précieux, une famille unie par l'amour.